Alors, Erwan, la Ferrari Luce, indispensable ou impardonnable? C'est la question qu'on va se poser. Oui, j'ai déjà la réponse. Impardonnable. Merci. Passez une bonne journée. Figure-toi, tu vas voir que j'y vois des choses positives. Ah bon? Tu t'y attendais pas, hein? Non. Quel genre de lunettes portes-tu? Alors, la question que je vais poser, c'est que, Luce, en italien, ça veut dire la lumière. Oui. On va se demander si la Luce illumine un nouveau chemin à prendre ou s'ils se sont aveuglés en plantant la lampe de poche dans leur œil. Oui. Alors effectivement, j'ai déjà une petite, un petit élément de réponse, peut-être. Et au-delà de la Luce, on va élargir le débat vers le schéma récurrent des voitures qui peuvent nous froisser, nous les passionnés, les SUV qui financent les modèles passion, le downsizing qui permet de respecter les règles, et l'électrique qui permet peut-être d'assurer l'existence future du constructeur. Oui, exactement. Un sujet vaste et complexe, mais qui nous semblait important dont il nous semblait important de discuter, vu que Ferrari a présenté dernièrement une photo de l'intérieur de la prochaine Ferrari. Alors on apprend qu'elle s'appelle Luce, qui va être la nouvelle voiture électrique, et on peut dire qu'ils nous ont surpris. Oui. Parce que cet intérieur, il est particulier quand même. Déjà, démarrer la présentation d'une Ferrari avec une photo de l'intérieur, il y a un premier warning orange qui commence à clignoter. À la fois oui et non. Et en fait, le truc, c'est qu'on sent qu'ils essaient déjà... Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, clairement, ils ont pensé à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste nous sortir, bonjour, voilà la voiture électrique. Il y a une intention. Démerdez-vous avec. Là, on sent qu'il y a une intention d'imposer d'abord une philosophie, de cadrer la sortie de cette voiture avant de présenter le produit final. Il y a cette intention. Alors pour ceux qui ont vu la photo, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le faire. On a l'impression, alors c'est un mix de resto mode et de modernité façon Apple. C'est-à-dire qu'on a un volant qui rappelle réellement des Ferrari anciennes. Quand tu dis ancienne, ouais, ça nous ramène aux années 50, 60, 70. C'était une constante, ce type de volant, pas pendant des décennies chez Ferrari. Complètement. Le 3 branches très simple. Le 3 branches très simple, et on sort du volant, entre guillemets, classique, carbone, avec les LED, etc. au-dessus, qu'on connaît chez Ferrari depuis la 430 plutôt, ou la Enzo exactement, avec les boutons, enfin tout intégré sur le volant. Donc il y a ça. Ensuite il y a les compteurs derrière qui rappellent vraiment. Juste sur le volant. Ouais. Alors tu situes la chose. Tu peux nous donner un jugement subjectif de ta part? C'est une bonne nouvelle, une mauvaise, une avancée, un retour en arrière? Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok. En fait le truc c'est que partons d'un principe simple. Quand t'as une voiture électrique, quelle que soit la marque, la seule chose sur laquelle tu peux te concentrer dans la vie de tous les jours, si on enlève les performances, c'est l'expérience à bord. L'expérience à bord, elle doit évoquer un truc. Alors t'as des expériences à bord de voitures électriques qui n'évoquent rien. Typiquement, une Tesla par exemple, ou un Xpeng, ou je sais pas quoi. Et t'as des expériences de conduite électrique, j'imagine, mais tu vas en fâcher certains. Non mais qui évoquent quelque chose. Typiquement, je pense que quand t'es dans une qui évoque rien pour la Tesla, c'est pas vrai, ça évoque de la technologie, ça évoque quelque chose. Tesla, pour le coup, c'est un parti pris visuel de dingue. C'est vrai. Alors, absolument. L'espèce de dépouillement extrême. Oui. Peut-être tu pourrais citer j'y connais rien, mais une Nissan Leaf. Oui, non mais c'est vrai, parce qu'effectivement, Tesla a quand même un peu pavé la voie, pour toutes les voitures électriques derrière. Alors on pourra toujours me dire qu'il y avait une voiture avant qui avait déjà un gros écran. Et même les non électriques avec leur espèce de iPad enfoncé dans le milieu de la console. Complètement. Mais ça reste des véhicules qui ont un peu leur identité, mais c'est pas une identité hyper marquée non plus. Là, on sent, tu vois, alors que j'imagine que tu vas dans une Rolls-Royce électrique. Bon, j'ai jamais été dans une Rolls-Royce électrique, mais bon, j'imagine bien que ça évoque vraiment un truc, tu vois. Il y a aussi une notion, en plus de la notion de praticité, il y a des notions d'héritage, de qualité, de qualité d'intérieur, de matériaux, etc. Et là, on voit quand même que il y a eu une vraie réflexion pour que l'expérience à bord évoque quelque chose de purement Ferrari. Alors, avec des nuances.
Parce qu'il y a quand même un énorme iPad au milieu de la console centrale. Ça dépend du point de vue. D'abord, bonjour. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit bonjour. On a même pas eu la bienséance de se présenter. On est tous les deux malades. Toi, t'es un peu malade aussi, non? Tu t'entends que je suis un peu pris à la gorge. Alors moi j'ai les sinus complètement bouchés et Alex a la gorge prise. Donc vous nous excuserez. Ici Alex Wagner, la chaîne YouTube L'Ingénieur Décrypte. Je suis avec mon copilote Erwan TGD de la chaîne YouTube du même nom. On est sur Parlons Bagnole. C'est ce qu'on va faire en partenariat avec Ovoco. Oui. Et même avec le nez bouché, on parle bagnole. Alors, on tient bon. On va continuer sur le fil que tu commences à tirer et je vais d'abord aller sur les points qui m'ont beaucoup plu parce que oui, il y en a avant l'énorme pavé de tout ce qui me choque. L'intérieur. T'as pas mentionné, si t'as parlé de Apple. Oui. Parce que les designers, le principal chef designer, déjà la démarche surprend. Ferrari a outsourcé à un cabinet extérieur le design de leur intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que ils mettent une couche qui les sépare, une couche de responsabilité pour que si jamais c'est mal perçu, ils pourront se retourner et dire « Ah oui, mais c'est la faute du cabinet qu'on a embauché ». Ou alors peut-être que ça traduit un manque de confiance en eux, parce qu'ils se sont tournés vers un cabinet extérieur pour avoir des compétences qu'ils estimaient pas avoir en intérieur. En tout cas, le cabinet, c'est pas n'importe lequel, c'est celui de Johnny Ive, qui n'est autre que le concepteur designer industriel de l'Apple iPhone. Oui. Excusez du peu. C'est pas rien quand même. Alors évidemment, quand on entend ça, on imagine d'entrée de jeu, il y a des alertes rouges qui clignotent. On se dit, faire venir le designer du smartphone, la pire panique est justifiée, la voiture va ressembler à un iPad ou un iPhone. Où est le coup de crayon de Pininfarina, quoi. Alors, Pininfarina, ils design pas des intérieurs, mais on voit un peu là-dedans. Ouais. Pas moi, quand j'imagine un designer dessiner une voiture, surtout quand j'imagine une Ferrari. Si tu veux, j'imagine des courbes sexy, j'imagine du volupté, tu vois, enfin, c'est un peu comme si je l'imaginais dessiner une femme, tu vois. Faut que ça soit sexy dans les proportions, dans les formes et tout. Et c'est vrai qu'un iPhone, ça peut être un bel objet, mais c'est principalement efficace. C'est efficace dans certaines situations. Parce qu'en effet, ce que Johnny Ive nous a dit, alors, parce que d'abord je devrais dire, Johnny Ive, évidemment, ne nous a pas livré un iPad sur roue en dessinant l'intérieur de cette Ferrari, parce que son métier, c'est un designer industriel. Ça veut dire que son métier consiste à concevoir des solutions qui vont être adaptées à un projet donné, dans un contexte donné. Et Johnny Ive, dans une interview, nous explique que oui, l'iPhone, il l'a conçu comme ça parce que c'est l'ergonomie idéale pour quelque chose qu'on a toujours en main et qu'on est en train de regarder constamment quand on l'utilise, et qu'à l'inverse, ce serait une erreur d'utiliser ces écrans tactiles dans une voiture où on regarde la route et on doit détourner son regard de la route pour venir appuyer une position de bouton sur un écran tactile. Donc on va chercher ça du bout du doigt en essayant tant bien que mal de continuer à regarder la route. Donc il a dit non à ça. C'est pour ça que dans les photos de cet intérieur, vous voyez des boutons qui font leur retour et des boutons qui sont très dessinés, des boutons qui font, parce que on a vu des vidéos où on entend le clac 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 des boutons, ils sont très tactiles. Absolument, les boutons. Ouais. Alors pas dans le sens écran tactile, mais dans le sens kinesthésique. Ouais, il se passe un... Ouais, j'ai amené mon réflexe. Tu te souviens, Erwan, il y a quelques épisodes, j'en avais déjà parlé par anticipation, et j'avais dit, mais comme ce serait bien si dans une voiture, les boutons avaient le même clac-clac. Là, je suis en train de tourner la molette de fond de mode de mon appareil photo réflexe, ou alors la molette de zoom, si tu la touches, là, Erwan, tu sais comment ça fait. J'avais un Canon aussi, et donc, je vois bien ce que ça fait. Il y a une sorte de petit cran à chaque fois qu'on tourne ça, un cran qu'on a dans les BM des années 80 et 90. Sur ma E34 Alpina, qui avait pourtant 400 000 km plus, il y avait toujours le clac-clac quand on bougeait la molette de température. Et c'est ça un intérieur kinesthésique, c'est le plaisir des sens. Ouais. Et c'est ça qu'on retrouve dans cette Ferrari Luce. Et mon souhait et ma prévision, c'est que ça va lancer un retour plus généralisé des boutons, du tactile, du kinesthésique, pardon, pas du tactile, du kinesthésique, le plaisir du toucher dans les voitures. Et ça, je l'applaudis.
Bah, alors c'est intéressant que tu dises ça parce que je fais une aparté qui n'en est pas une. Ça sera un peu aussi dans les news de la semaine, mais j'ai passé le week-end au volant d'un Ferrari Purosangue. Bah bien sûr. Voilà, comme tout parce un que pourquoi pas. Parce que finalement pourquoi pas. Mec, c'est beau. Je veux dire, voilà, à un moment, arrêtez, laissez-moi. Et bon, bref, j'ai passé le week-end au volant d'un Ferrari Purosangue et je parlerai de la voiture en elle-même plus tard. Il y aura une vidéo YouTube sur le sujet, mais surtout, le volant avait reçu le rétrofit des boutons. Ok. Parce que en fait, Ferrari depuis quelques années sur leur nouveau volant avait mis du tactile partout. C'était infernal à utiliser. Voilà. Et j'en ai fait l'expérience sur différentes voitures, la 296 GTB, la Dodici Cilindri, je sais la Roma, je sais plus ce que j'ai essayé d'autres, mais c'était effectivement infernal. Et donc ils ont fait un rétrofit parce que les clients sont tellement pleins qu'ils sont revenus en arrière et maintenant ils proposent sur quasiment tous les modèles de la gamme sauf un, je sais plus lequel, de remettre des boutons. Et du coup, bah, j'ai testé ces boutons parce qu'ils me l'ont dit évidemment, ils m'ont dit bah c'est hyper important parce que c'est le retour, etc. Ouais. Et ben je dois reconnaître qu'ils ont bien fait parce que c'est super agréable à utiliser. Comment je peux essayer d'expliquer ça, mais le toucher des boutons est très agréable. C'est du plastique, mais c'est tellement ferme et bien maintenu que t'as l'impression de toucher du métal. Le clic est suffisamment y a suffisamment de comment dire pas de profondeur dans le clic. On sent qu'il se passe un truc mécanique dans l'interrupteur. Exactement, tu vois, c'est pas juste un clic, c'est pas un clic de souris. Il y a un feedback. Ouais, t'as un feedback, tu sens que t'as un peu de pression à mettre quand même sur le bouton, c'est extrêmement satisfaisant et surtout les boutons sont extrêmement bien maintenus. On sait quand t'appuies sur le bouton, t'as aucun jeu du bouton. Ouais. Tu sais, alors que par exemple, tu vas chez Mercedes, dans les intérieurs modernes, t'appuies et tu sens que le bouton, il a 2-3 mm de jeu un peu partout, c'est horrible. Ah non, mais là, t'es en train de m'exciter, Erwan. Si les choses suivent leur cours, je vais me remettre à me réintéresser aux voitures neuves. Hein. Ben, franchement, Et vous croyez que je rigole, mais je rigole pas. Je suis un grand kinesthésique. Moi, ça m'excite ce que tu me dis là. Ah mais je comprends. Et tu vois, typiquement, quelque chose qui m'avait marqué dans la Bentley Continental Flying Spur, donc la berline, les tout derniers modèles W12 là que j'avais essayé il y a 2 ans. Genre appuyer sur les boutons, c'était un kiff. Ouais. Parce que t'avais effectivement une résistance, une absence de petits mouvements, tout est parfait en place et quand t'appuies sur le bouton quoi. Ouais. T'as un vrai retour d'information. Ouais. Et en plus de ça, qui plus est, l'ergonomie des boutons par rapport aux fonctions qu'ils servent était très bien pensé. C'était ergonomique et pensé intelligemment, ce que j'ai trouvé particulièrement agréable, parce que on peut avoir des boutons et une interface merdique. Et là, en l'occurrence, c'était bien pensé. Tu sais, t'avais pas trop de trucs à faire, c'était intuitif, chose qui n'a pas toujours été le cas chez Ferrari, il faut le dire. Et donc bref, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et depuis tout à l'heure, je regarde mon téléphone parce que je suis en train de me réimprégner de la photo. Et ce qui m'amuse, alors il y a différents trucs qui sont amusants quand même. N'hésitez pas à prendre la photo pour la regarder en même temps, mais sur le volant de ce Ferrari Luce, il y a toujours le Manettino, qui est le bouton rouge qui est situé du côté sous la branche de droite qui sert au mode de conduite. Donc on le voit sur la vidéo, on a toujours le mode glace, le mode wet, le mode confort, le mode sport et le mode ESC off, exactement comme sur les dernières Ferrari, comme sur le Purosangue. Ouais. On a le bouton des suspensions qui est toujours là, on a le bouton des essuie-glaces, il y a des palettes. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des palettes sur une voiture électrique. Ouais. Mais il y a des palettes. Il y a des palettes. Est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose façon Hyundai oui, Ioniq tu penses 6? que c'est des palettes de changement de rapport? Bah je sais pas, mais ça pourrait l'être. Ouais. Parce que sur le Ioniq 5 là et le Ioniq 6, donc le SUV Hyundai, t'as des palettes et alors même si c'est fake, un changement de rapport. Ouais. Avec un couple qui est je sais même pas comment expliquer ça, mais t'as l'impression de passer des rapports. Ouais. Et je l'ai testé, c'est hyper drôle. Genre vraiment c'est bluffant. Alors c'est pas un vrai moteur, mais t'as vraiment l'impression de passer des rapports parce que le couple est étagé de manière à ce que tu sentes que voilà t'as une relance qui est différente en fonction des rapports alors que c'est une voiture électrique. Qu'on le veuille ou non, même si c'est du bluff, sur le Hyundai ça fonctionnait vachement bien. Ouais, ça te fait rigoler pendant 30 minutes. Oui.
Je sais. Les mais trucs faux, je peux pas, à part peut-être les seins siliconés. Là, je peux être fan. Alors franchement, ça dépend de la consistance. Hein, quand même. Parce que on n'a pas envie de dormir sur un ballon de basket. Ils ne se valent pas tous. Non, en ils effet. ne se valent pas tous. Ce qu'il y a d'autre avec ce volant, c'est la jante fine, t'as remarqué? Oui, ça c'est bien ça. Ah ouais. Et en passant le week-end avec le Puro Sangue, effectivement, je me suis rappelé que les Ferrari avaient des jantes assez fines de volant, ce qui est extrêmement agréable. Ouais. Parce que en fait, t'as envie de la manier avec juste le volant pincé entre le pouce et l'index, et t'as envie de conduire doucement. Alors qu'un volant BMW M, par exemple, tu peux pas faire ça. Bah Parce oui. que la jante, c'est un cerceau, quoi. Enfin, Bah ouais, on a l'impression de conduire avec des gants de four. Oui, non mais c'est exactement ça. Je comprends pas ce qu'ils foutent avec ces ouf. volants M. Ils sont horribles. À partir de la M3 au 92. Mais surtout, tout le monde s'en plaint. Mais oui. Non, mais attends, t'as pas un journaliste automobile qui dit que c'est bien. Mais non. Alors, mais surtout qu'en plus, enfin, moi j'ai quand même des grandes mains, tu vois. Ouais. Et même moi, je trouve ça horrible. Ah mais pareil. Alors qu'un volant fin, c'est, ben je sais pas, je trouve ça. Mais tellement... c'est comme tu dis, ça encourage à une conduite du bout des doigts. Oui. Et la conduite sportive, même bien appuyée, oui. même surtout bien appuyée, c'est du bout des doigts. Oui. Et le truc, c'est que je trouve, alors là, on part dans de la finesse, mais il faut que la jante soit vraiment rigide et que le cuir qui l'entoure soit suffisamment souple pour que ce soit agréable, mais pas trop souple pour que ça absorbe un peu trop ce que t'as envie de faire. Et typiquement, les volants M, ils sont très épais et ils ont un cuir extrêmement souple. Du coup, t'as les mains qui s'enfoncent dedans. Et je trouve ça pas agréable du tout. Oui, parce que si le cuir s'enfonce, le cuir se déforme quand on tourne le volant, et ça fait comme une mini zone morte. Oui, exactement. Alors, c'est du détail, mais on est entre passionnés et le détail compte. Oui, et accessoirement, pour avoir passé le week-end avec ce volant Ferrari qui a effectivement une jante fine, assez rigide et un cuir assez rigide mais quand même très confortable, eh ben c'est hyper agréable. Et bon, c'est super important tout ça. Bon, Ferrari ils savent quand même faire des volants, donc je pense que comme tout, on va s'y habituer. Moi, ce qui m'amuse, c'est, on le voit derrière, donc t'as 3 compteurs. Alors, je trouve que la casquette de compteur est, si je peux me permettre le terme, un peu dégueulasse. Ouais, faut qu'on parle des compteurs, les jauges. Ouais. Parce que sur une voiture électrique, on aurait pu craindre des espèces de trucs qui partent dans tous les sens, des graphismes avec des bar charts, comment on dit, des colonnes qui montent et qui descendent, comme dans les dernières BMW par exemple. Et ben là, on a un retour à la tradition avec, alors certes, c'est du digital parce que c'est un écran qui affiche un compteur rond, mais c'est derrière. Est-ce que c'est des écrans ou est-ce que c'est vraiment des aiguilles? Ouais. Non, il y a pas d'aiguille. Ok. Ce sont des écrans, sauf que ils sont placés derrière des cercles en verre, un peu. Des lentilles en verre. Oui, d'accord. Donc on a quand même l'impression, même si c'est 100% digital, voilà, c'est quand même entouré par un truc physique. Ça donne physique. une impression physique. Ça donne une impression de depth, de profondeur. De profondeur. Ouais. Enfin, il y a du relief, quoi. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien, pour le coup, c'est que de ce qu'on voit sur les photos, le design des compteurs a l'air quand même assez joli. Oui. On a l'aiguille orange, comme dans une Testarossa ou une 348. Très cool. Ouais, très cool. On peut pas le nier. On a un mix de couleurs vertes, mais un vert assez sympa, je trouve, pour l'autonomie restante. Le orange, vraiment typique, des aiguilles Ferrari. Ouais. Et une sorte de jaune un peu à l'ancienne. Mais je dois reconnaître que ça a de la gueule, en fait. En fait, je trouve le dessin des compteurs joli. Je trouve ça a de la gueule, et c'est d'une clarté absolument remarquable. C'est vrai que ça a l'air très clair à lire. Et c'est important, parce que c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Faut pas oublier que le but d'une jauge, c'est de nous communiquer des informations, c'est pas de faire beau. Ouais. Quand, par exemple, Erwan, j'ai conduit la dernière M2, la G80, je sais plus quoi. 7 Ouais, 87, c'est ça. J'étais choqué. Le régime moteur, c'est un espèce de graphique en barre qui fait une sorte de Z. Où est la clarté là-dedans? Horrible. La jauge à essence dans la M2, j'ai mis pleinement 5 secondes entières à la trouver. C'est quoi ce sketch? Je m'en souviens plus. Ouais. Mais les compteurs chez BM, ils sont horribles. Il y a pas que chez BM. La Bart 500 que j'ai déjà possédée, quand tu changes de mode, les compteurs se mettent complètement aux antipodes et avec des modes d'affichage qui sont différents. Dans un mode, ça fait un rond. Dans un autre mode, ça fait une verticale. Dans un mode, t'as la jauge à essence qui est à gauche. Dans un mode, elle est à droite. Donc on est tout le temps en train de se chercher.
La Panda 100 HP, elle est coupable aussi. Je l'adore, ma 100 HP. Mais la jauge de niveau d'essence, normalement, Erwan, parce que un graphique qui commence à 0, alors dans la vidéo, je suis en train de bouger mon doigt, c'est peut-être inversé sur la vidéo, mais normalement, une jauge à essence, elle indique le 0 à gauche, parce que c'est là où dans un graphique mathématique, on a le 0, et plus on remplit le réservoir, plus ça monte vers la droite. Oui. Et ben sur la Panda 100 HP, c'est l'inverse. Ah bon? Ouais, c'est un truc de ouf. Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est juste pour respecter une symétrie visuelle avec l'autre jauge de l'autre côté qui fonctionne. C'est pour que les deux jauges fonctionnent en quinconce, donc c'est supposé être cool, clever, mais en fait c'est juste pas clair. Ouais, mais ça c'est encore des idées de mecs qui étaient au marketing, tu vois. C'est les Italiens souvent. Et c'est pour ça que j'applaudis Ouais, la Luce. Les Anglais sont coupables. Les aussi, essuie-glaces de ma Panda 100 HP, je me trompe à chaque fois. Chez BM, plus tu veux de la vitesse des essuie-glaces, plus tu montes la tige. Parce que c'est normal. Tu vas aller plus vite, tu montes. Et ben sur la Panda 100 HP, faut descendre. Plus tu descends, plus ça va vite. Il y a d'autres voitures où faut descendre. Alors peut-être. Dans la Porsche, faut descendre. C'est vrai. Je crois. J'ai pas remarqué. Ça m'aurait énervé sur ma 996. Ah, ça je te dis ça m'aurait saoulé de ouf. Ces genres de détails qui me rendent dingue. En fait, je dis peut-être une bêtise, j'arrive pas à savoir. Mais moi, bref, on les applaudit sur la clarté des jauges. Alors sur la clarté des jauges et tu vois, franchement, je vais te dire un truc. Ouais. J'ai aucun doute pour avoir passé le week-end avec l'une des dernières Ferrari du catalogue. Ouais. Que l'expérience à bord sera très agréable. J'ai aucun doute là-dessus. Que l'expérience tactile, l'expérience visuelle, etc. Franchement, je leur fais confiance parce que j'ai été bluffé par le... Oui, visuel et tactile. J'ai dit visuel et tactile. On s'entent. Voilà. Pour le reste, on va en parler plus tard. Pour le reste, dans un instant. Je trouve que toute la zone du conducteur est vraiment, je trouve que c'est joli. Et franchement, on verrait ça dans un nouveau modèle thermique. Ça me choquerait pas, je serais curieux de voir. Je suis d'accord. La dalle à droite, la dalle. Ouais, la dalle à droite. Voilà, la dalle centrale, quoi. Ouais. Qui est pas trop grande. Hein. Effectivement, elle a pas l'air trop grande. Quand tu compares à une Tesla, elle est plus basse que la casquette de compteur. Oui. Donc t'as pas un écran qui vient prendre la moitié du pare-brise, si tu veux. Et je sais pas si t'as remarqué, mais si vous, spectateurs, vous ouvrez une photo d'une 512 BB, la grosse Ferrari des années 80, oui, c'est ça. Si vous regardez la console centrale, elle ressemble étrangement à celle de la Ferrari Luce. Ah oui. Il y a cette même forme d'un espèce de carré déporté au même niveau un peu plus bas que la casquette de compteur. C'est assez similaire et je pense que c'est pas un hasard. De toute manière, qu'on l'aime, enfin qu'on aime ou pas un design, les constructeurs et les designers viennent toujours puiser dans ce qui a été fait avant pour le réinterpréter à une sauce moderne. Et ça a toujours été le cas. Oui. Alors aujourd'hui, on arrive à de la modernité qui nous plaît de moins en moins parce que c'est de la modernité qui finalement est un écran. Alors chacun a son écran, mais ça reste un écran et c'est pas ouf. Mais dans la réalité, les gens qui vont être intéressés par ce genre de voiture vont vouloir leur Apple CarPlay en gros au milieu de la caisse, qu'on le veuille ou non. Donc en fait, ça fait partie de la modernité et ne pas l'avoir, ça serait rédhibitoire pour les gens qui l'achètent, je pense. Tu dis ça, mais Bugatti fait autrement. Bugatti sont très discrets avec leurs écrans centraux. Petits, ils sont dissimulés sauf quand on l'utilise et dans ce cas-là ça sort. Pourquoi? C'est pour que la voiture vieillisse bien, ne devienne pas obsolète. On n'a pas envie qu'une Bugatti à plusieurs millions d'euros fasse vieille dans 15 ans. Mais c'est de l'intérieur de la Luce, il va pas bien vieillir, hein. Parce que s'il fait très très moderne aujourd'hui, ça veut dire qu'il est pas ça veut dire qu'il est pas intemporel. Ah bah non. Je pense clairement pas que cette voiture soit faite pour être intemporelle. Parce que et d'ailleurs c'est pas possible parce que comment te dire, parce que on a déjà une grosse partie du reste de la gamme qui est fait pour l'être. Ou du moins c'est nuançable, mais c'est quand même ça. Tu prends une Ferrari Daytona SP3 par exemple, ou les deux SP1 et SP2 avant. Là, on est sur des trucs intemporels. On est sur des voitures qui ont des looks extraordinaires. Là, on parle pas de ça. Non. Tu vois, la Porsche 911 est une voiture intemporelle. Le Taycan, est-ce que c'est intemporel? On a les codes Porsche, mais on s'en fout un peu que ça soit intemporel. On va parler à un moment de dépréciation. Oui, mais c'est un peu problème. Parce que, quand t'achètes une Twingo, qu'elle soit pas intemporelle, c'est une chose. Oui. Mais quand tu mets, alors le prix n'a pas été annoncé, mais je sors de si c'est 400 000. Par exemple. Ça sera probablement autour de ça. Ouais. Parce que tu mets 400 000 sur la table,
t'as pas envie d'un truc qui va être obsolète dans 15 ans. Parce que même si tu ne l'as pas dans 15 ans, eh ben, cette obsolescence qu'on imagine va être déjà intégrée dans le prix de revente quand tu la revendras dans 18 mois. Non, mais de toute façon, alors ça, pareil, je lance une prédiction, hein. Le prix annoncé, c'est en fait, parce que, moi, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais c'est marrant, ça pourrait être une R5. Non mais en termes de gabarit, tu sais, parce que ça a l'air assez compact. Oui. Tu vois, et je me suis dit, mais en fait, j'ai un moment où je me suis dit, mais est-ce qu'en fait Ferrari va nous faire une petite voiture comme la Aston Martin Signet? Ah, la Luce, tu crois? Ouais, mais en fait, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais c'est marrant, tu vois, ça a l'air petit. Tiens, c'est vrai ça. Et j'étais chez Ferrari, j'ai posé la question, et on m'a dit, non, ça va être un gros SUV. 2 tonnes 5. Ça va être un gros SUV qui va coûter 1,5 million d'euros. Enfin, en fait, ça va être un Puro Sangue électrique. Grosso modo. Dans les codes, on est là-dedans, parce que ça va être une voiture 4 places, plutôt familiale, pratique. Bah ouais. Et j'ai discuté avec des gens de chez Ferrari, qui m'ont dit, même nous, on sait pas à qui on va le vendre. Oh merde. Ouais, mais attends. Et c'est là où on arrive finalement, parce que là, ça fait 20 minutes qu'on déblatère sur comment est designée la voiture. C'est parce que fondamentalement, nous, passionnés d'automobile, en fait, là, on essaie de trouver un truc qui va peut-être nous faire accepter que ça existe. Parce qu'en fait, fondamentalement, ça nous blesse que ça existe. On veut pas. On va y venir dans un instant, parce que on a plein de choses à dire sur nos doutes et même peut-être notre colère. Ce qui est certain, c'est que si on cherche des pièces de Ferrari, qui ne sera probablement pas des pièces électriques, là où il y a aucun doute, c'est qu'il y aura les pièces sur Ovoco. Ah oui. Moi, je suis le roi de la transition. Moi, je transitionne comme ça. Évidemment, vous connaissez Ovoco, qui est le partenaire de notre podcast, qui est un site qui rassemble des milliers de caisses en Europe, et donc des millions de pièces détachées pour vos voitures. Quand je dis pour vos voitures, il y en a absolument de tout. Des pièces d'occasion. Des pièces d'occasion, pour réparer rapidement sa voiture et à moindre coût. C'est ça. Et ça fonctionne pour des pièces de Renault, de Peugeot, de BMW, mais aussi on a vérifié pour des pièces de Bugatti, de Ferrari. Oui. Il y a absolument tout. Il y a littéralement tout. Il y a absolument tout sur Ovoco. On est tous les deux clients d'Ovoco. Et on a vu, de par vos retours, que beaucoup d'entre vous utilisaient également cette plateforme. Hop là, Alex pris en flagrant délit de léchage de tasse. Je suis en train de lécher la mousse de mon café. Ouais, mais ça fait plusieurs fois que les gens captent quand même que tu fais ça dans les commentaires. J'assume. Et laissez-moi tranquille. Ah bon, on n'a rien dit. Et donc, n'oubliez pas qu'avec le code ERWANALEX, vous avez 15% de réduction sur les frais de livraison de toute commande passée sur Ovoco. Et l'avantage également d'Ovoco, c'est que si la pièce que vous commandez ne vous convient pas, vous avez un retour gratuit sous 15 jours. Ce qui est quand même fort pratique. Absolument. Pour revenir, rentrons dans... Parce que là, on a passé 20 minutes à déblater. Je veux pas encore qu'on passe sur la partie qui fâche. Ah, vas-y. Alors, il y a une autre partie à commenter sur cet intérieur. Ça se voit pas en photo, mais si vous regardez des vidéos qui montrent l'animation de l'intérieur... J'ai pas vu ça. Je parle de la clé de contact, Erwan. Tu sais comment ça marche? La clé de contact, c'est un rectangle qui est le logo Ferrari. Donc jaune, mais c'est une pièce en verre avec une espèce de coloration digitale jaune dedans, et on insère ce rectangle jaune, j'ai vu ça, qui est le logo Ferrari, dans la console centrale, et il y a une espèce d'effet spécial qui fait que la clé jaune se vide de sa couleur jaune, et le jaune se transfère dans la console centrale et sur l'espèce de petit levier qui commande je ne sais pas quoi au milieu de la console. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? J'y ai réfléchi. Ça fait référence au rituel de démarrage d'une Ferrari. Parce que, peut-être les plus jeunes ne le savent pas, mais dans les années 60 par exemple, il y avait un rituel à démarrer une Ferrari, ça faisait partie du truc. Je vous encourage à regarder la vidéo Petrolicious où il passe en revue la 250 Lusso, et là on voit son propriétaire heureux comme tout qui nous commente le rituel de démarrage, comme si c'était des préliminaires sexuels. D'abord, il enfile ses gants de conduite. Ça, c'est pas toi qui va me contredire. Ça, je connais. Ensuite, on a un switch un interrupteur qui fait clac pour actionner la pompe à essence. Et il faut attendre un peu que les carbus se remplissent d'essence. Au début, la pompe à essence, elle fait tac, 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 tac. Et plus ça ralentit, ça fait tac, 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 tac. Et c'est là où on sait que les carbus sont pleins d'essence et qu'on va pouvoir ensuite mettre 4 ou 5 coups de gaz avec l'accélérateur. Donc on fait 1, 2, 3,
4 avec l'accélérateur. Ouais. Et enfin, après tout ça, on peut tourner la clé et ça fait et ça commence à prendre, peut-être pas la première fois, mais la deuxième fois. Oui, et après, t'as les 12 cylindres qui arrivent en orchestre. Donc, ils sont en train de faire référence à ça. Alors, d'un côté, j'aime bien les références au passé, la nostalgie. D'un autre côté, je trouve ça terriblement self-conscious de vouloir nous imposer un espèce de faux rituel qui fait référence au passé, alors que dans une voiture moderne, on veut juste démarrer et que ça marche. Il dure longtemps ce rituel ou pas? Non, je pense pas. Je pense qu'on... T'es obligé de foutre la clé dedans pour que... Je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre quoi que ce soit. Non, t'es pas obligé. Mais moi, je trouve ça un peu rigolo. Alors, j'ai pas vu cette vidéo, mais je trouve ça un peu rigolo parce que je trouve que ça fait un peu, je sais pas, ça me fait penser à Marvel. Ouais. Tu sais, tu mets la pierre d'infinité dans le truc, puis t'as l'énergie qui est, entre guillemets, l'énergie qui est contenue dans la clé qui va venir, mais ça te fait pas penser donner à vie à une la autre voiture. bagnole que t'as dû conduire, les Aston Martin? Bah si, un peu. Ouais, l'espèce de clé en cristal, Ouais. ils s'appellent ça, complètement ridiculement d'après moi, le ECU, Emotion Control Unit. Ouais, ça. Ah, moi putain. j'aime bien. Et ça affiche au tableau de bord, genre Power, Passion, Grace, quelque chose comme ça. Il y a Emotion, je crois, un truc comme ça. Ouais. Oh mon dieu. Ah, moi j'aime bien. Ah, mais 3 claques, putain. Ah, moi j'aime bien. Mais c'est tellement try hard. Power, Soul, Emotion. Ah ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, mais quand tu démarres le V12, après tu dis, ah oui, ils ont raison. Une voiture qui doit proclamer qu'elle a de l'âme et de l'émotion, ça veut dire que quelque part elle en manque si elle se sent obligée de le proclamer. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord quand tu démarres t'as déjà démarré une Aston V12? Alors, j'imagine que c'est génial, mais je te parle de l'affichage des 3 messages. Mais au secours, c'est tellement try hard. Franchement, ouais, putain. oui, d'accord. Après, franchement, c'est en petit. Ouais. Faut le voir, tu vois, ça te saute pas à la gueule. Moi, ça me choque. Tu sais que je crois que je pourrais pas l'acheter rien que pour ça. Oh, mais voilà. Ou alors je mettrais un sparadrap, tu mets un scotch. un Chatterton. Comme les mecs qui font des essais de voiture et qui veulent pas le flouter digitalement, ils mettent un post-it sur le compteur. Ouais, je vais rouler avec un post-it dans mon Aston. Mais, non, je crois que c'est ça, c'est Power, Soul, Emotion. Ça devient ça, ouais. Mais, bon, ça, moi, je trouve ça rigolo. Ok, J'ai un dernier truc positif à dire. Enfin, je sais pas si c'était positif ce que j'ai dit. J'aimerais mettre un cadre positif sur ma colère. Parce que là, ce que je vais vous dire, ce qui va suivre, je vais me mettre en colère, je crois. Okay. Et c'est une bonne chose. Parce que je suis pas indifférent à la sortie de cette Ferrari Luce. Personne n'est indifférent. Et tant que ça nous met en colère, on voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, putain, personne n'est indifférent. Et ça, c'est cool. C'est une marque de passion. Ah ben, je suis 100% d'accord. Et justement, tu vois, il y a cette dichotomie entre les passionnés qui, alors, sont peut-être ou pas propriétaires de Ferrari. On va dire que majoritairement ne le sont pas. Bah ouais. Logique. Je souhaite que tout le monde ait des Ferrari, hein, mais c'est pas le cas. Et t'as certainement les propriétaires qui sont en capacité d'acheter ce genre de truc et qui, il faut le dire, ont des moyens où ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Et il y a ça dans toutes les marques. Bien sûr. Et quand tu discutes avec un commercial Ferrari, il va te dire, oui, il y a des clients, ils rentrent dans la concession, ils regardent la couleur, ils reniflent l'intérieur, ils disent, celle-là, tu m'en mets 2, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc, tu vois, genre, moi, je l'ai déjà vu, ça. Ouais. Et, du coup, il y a quand même cette masse énorme de passionnés qui rêvent de Ferrari, qui peut-être n'en possèdent pas, ou même qui en possèdent, et pour qui Ferrari, ça représente quasiment le cœur de la passion automobile. Bah ouais. Et si tu veux, on a en fait, Ferrari, ça représente un idéal. Ouais. Ça représente un idéal de dessin, un idéal historique, avec la compétition, ce que ça représente, les pilotes qui ont... C'est unique. C'est unique, c'est un monument, en fait, Ferrari. Ouais. Quand tu prends tout, c'est un monument. Bien sûr. Et, en fait, alors c'est drôle, c'est comme si tu prenais un temple, genre un temple grec, mais encore à l'époque grecque, tu vois, où t'avais encore toutes les dorures, tous les trucs, ou un temple égyptien, et que d'un coup, tu rajoutes une pergola véranda rideau à côté, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a un peu ça. Ouais. Et le mec t'explique, ouais, mais en fait, alors ça va pas trop, mais commercialement, ça peut être cool. En même temps, la pyramide du Louvre, beaucoup aiment bien, dont moi. Ça se tient.
Mais la pyramide, ouais. Mais la pergola, mais là, tu vois, c'est la pergola, tu vois. Alors, une belle pergola, hein, non, avec du métal et tout, mais oui, c'est vrai, la pyramide du Louvre, et ça veut pas dire que c'est incompatible, mais c'est un peu la sensation que ça nous fait. Ouais. Tu vois, c'est, la réalité, évidemment. Je veux dire, le pape a visité Ferrari. C'était quoi, dans les années 90, il était debout dans une mondialité cabriolet. Donc c'était qui? C'était Jean-Paul II? Je crois. 90, ça doit être Jean-Paul II. Ce même pape, je crois que c'était le même. Non, une F50. Ah bon? Ouais. Où? La 500e. Parce que Ferrari devait en produire 500, sauf que la 500e a été réservée pour le pape, et du coup, il y en a eu que 499 pour le grand public. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et la voiture a été vendue aux enchères? Elle a été vendue aux enchères, je sais plus du tout le résultat qu'elle a fait. Lamborghini avait fait ça aussi. Avec, une Huracan, blanche, avec, genre, toute blanche, intérieur noir, je crois, avec deux bandes dorées dorées légères qui couraient le long de la carrosserie de manière un peu déportée sur le capot. Et cette voiture avait été vendue aux enchères aussi pour une œuvre caritative. Mais la F50, je savais pas. Ah ouais. C'est marrant, ça. La F50 du pape. La F50 du pape. Ouais, ça pas montre, mobile de qualité, ça montre à quel point on parle d'un monument, là. ouais, et donc, le truc, c'est que nous, en fait, d'un côté, on a le droit d'être énervé. Et au final, c'est même bien qu'on soit énervé parce que, ça représente, si on en avait rien à foutre, ce serait une tragédie. Il y a rien de pire que de l'indifférence. Mais bien sûr. Et de la même manière qu'on est énervé par Lotus, qui devient Lotus, qui se rapproche plus du PQ que de la voiture. Ouais. C'était une analogie parce que en fait, c'est très vulgaire ce que je vais dire, mais on se torche avec les modèles qui, bon bref. Ah ouais. Non, actuellement, mais enfin voilà, ça nous fait un peu mal. C'est comme de voir qu'il y a une BMW, que la prochaine BMW M va être électrique. Ah putain. Si tu veux, ça nous, en tant que passionnés, ça nous emmerde. Et ce qui est intéressant, c'est l'équilibre réel entre, oui, la marque doit conserver cet héritage. Donc l'héritage des moteurs Atmo, des machins, de la passion Ferrari, mais la marque a aussi pas vraiment le choix, ou pour des raisons économiques, pour des raisons de demande client, de prendre ce train, de s'intégrer à la technologie actuelle. Je dispute ton hypothèse qu'elle a pas le choix, mais je vais en parler dans quelques minutes parce que j'ai imaginé ce que je ferais à la place du PDG de Ferrari. Moi, je vois un autre choix, mais c'est un petit teasing que je place là. Ah, moi aussi, je vois un autre choix. Ah ouais? En fait, le truc, c'est, alors, je termine mon point, ouais, mais vas-y. Il y a tu vois, bon, on sait que de la même manière que Toyota, là, il y a pas longtemps, il y a le patron de Toyota, Akio Toyoda, San, qui a dit, je trouve ça génial, il a dit, si je pouvais, je vendrais que des GR. Il a dit ça il y a quelques semaines, je trouvais ça extraordinaire. Et on sait quand on regarde la gamme. Donc la version sportive. Oui, la version sportive. Et on sait quand on regarde Toyota que l'une des raisons pour lesquelles ça reste une des seules marques qui continue à produire des petites sportives ultra excitantes, c'est parce que derrière, ils ont une armée de voitures électriques, hybrides, hydrogènes, qui s'attaquent à toutes les technologies possibles, entre guillemets, vertes, et que donc, ça leur permet d'avoir de la place pour faire encore ça. Et qu'ils y tiennent. Parce qu'en plus, les Japonais tiennent à leur culture, et donc, ça fait partie de la culture. Et donc, ils le gardent. Alors, visiblement, chez d'autres marques, la culture, ça s'oublie assez rapidement quand même. Mais, tu vois, là, Ferrari, je trouve que la rupture est ultra violente. Oui. Parlons-en de cette rupture. Parce qu'on n'a pas encore, Erwan, adressé l'éléphant dans la pièce. Ferrari va commercialiser un modèle sans moteur à combustion interne. Oui. Alors, faut juste marquer à quelques instants de réflexion pour mesurer ce qu'on est en train de considérer là. C'est-à-dire que Ferrari, le boss, Enzo Ferrari, longtemps disait à ses clients, vous achetez une Ferrari, vous achetez un moteur et le reste est inclus gratuitement. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, c'est vrai ça. Ah oui. Et alors, je comprends que les temps changent, mais ça veut dire quoi, ça, cette notion d'acheter un moteur et d'avoir le reste gratuitement? Ça veut dire, à mon sens, deux choses, Erwan. Ça veut dire, d'abord, on achète une noblesse mécanique, un peu à l'instar d'une grande complication dans les montres suisses. On achète aussi, pas tant de la performance, mais une ambiance, un charisme mécanique
y compris à basse allure. Oui. Et ça, c'est super intéressant. J'ai déjà eu la chance de posséder une 512 TR, donc la supercar des années 90 qui a succédé à la Testarossa. Je l'ai déjà dit dans ce podcast, une des grandes joies de cette voiture, c'est de traverser doucement des petits villages, d'entendre les rythmes complexes du moteur quand on est en train d'avancer doucement. Et l'autre joie que j'ai eue avec cette voiture, c'était de me mettre en 4e rapport à 20 km/h. Dans le gras. Ouais. À 20 km/h en 4e, j'ouvre en grand, et là, ça commence à faire... Et t'as toute la souplesse de cette mécanique ex-compétition qui commence à s'exprimer. Et cette 4e, si on est sur une ligne droite assez longue, on peut la tirer de 20 à l'heure jusqu'à 200 à l'heure en écoutant tout au long de cette montée de régime les complexités qui varient en fonction du régime. Alors que une Luce, Erwan, traverser un village, mais t'as la même ambiance mécanique qu'une Renault Zoé, qu'une Nissan Leaf. Et les performances seront là, mais il n'y a aucune profondeur d'expérience. Tu vois le problème ? Absolument. Et pour appuyer même ce propos, je vais mixer un peu quand même, parce que le sujet le permet, l'expérience du Puro Sangue ce week-end. Ouais. Je sais pas à quoi m'attendre. Ouais. Honnêtement, quand j'arrive dans le Puro Sangue, je me dis bon, il y a quand même un V12, il y a quand même un V12 Atmo, 6 litres 5, 725 chevaux, le machin ça prend 320 km/h, bon je me dis il va quand même se passer quelque chose, tu vois. Ouais. Mais j'avais été très déçu de la Dodici Cilindri, Exact. qui faisait plus un son, et je m'étais pas retrouvé dans... Vraiment, c'est terrible à dire, mais pourtant c'était une Spider en plus, je m'étais pas vraiment retrouvé dans une Ferrari. Après, je sais que il y a des voitures qu'il faut prendre le temps de découvrir, mais pour moi une Ferrari, normalement tu t'assieds dedans, tu démarres, tu sais que t'es dans une Ferrari si tu veux. La Dodici, il y avait un côté trop facile, tu vois, pour une voiture de sport. Le Puro Sangue, déjà, la voiture est incroyablement fine, qu'on aime ou pas le design, ça appartient à chacun. Ouais. L'intérieur est sublime. La voiture était dans un verre très métallisé, un peu clair, avec un intérieur entièrement chocolat, avec un mix de carbone mat, de carbone verni, d'aluminium, de cuir marron, d'alcantara, de surpiqûre blanche. Ouais. Je te jure, l'intérieur est fantastique. Ouais, je te crois, ouais. Tu démarres la caisse, le son du V12. Ouais. Ah, tu dis, d'accord. Alors, il y a plus le gros bouton pour c'est orchestral dans ses vocalises. C'est vraiment orchestral, mais en fait, ce qui est étonnant avec cette bagnole, c'est que tu commences à rouler, c'est dynamique, c'est un peu ferme, c'est pas inconfortable, mais c'est un peu ferme. Tu sens que t'as vraiment un dynamisme, c'est très surprenant. Et c'est même d'ailleurs incroyablement dynamique, parce que je l'ai poussé très fort la voiture. Ouais. C'est incroyablement dynamique pour un machin qui fait 5 mètres. Et 2 tonnes. Et 2 tonnes, à vide. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que bon, je me disais, ok, c'est bien, etc., mais quid de l'émotion, quoi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la bagnole, quand t'es en mode automatique confort, il y a tellement de couple avec le V12 que t'entends même pas le moteur. Tu sais, ça passe les rapports et tu te rends compte que tu vois, genre en ville, en 5e, enfin, en ville à 50 km/h, t'es en 6e, quoi. Ouais. Le moteur, il évolue, tu sais, il monte entre 1200 et 1400 tours minute, ça passe les rapports, tu sens rien. Ouais. Et d'un coup, tu sors d'un village et tu restes un peu appuyé sur la pédale, et là, d'un coup, t'entends, ça monte, et t'entends l'admission, t'entends énormément l'admission dans la bagnole. Bien. Et en fait, d'un coup, mais t'as vraiment, tu sais, ce son du V12, c'est vraiment musical, notamment à partir de 4500 tours minute, c'est la note céleste. Ouais, t'as vraiment, tu sais, c'est cristallin. C'est cristallin, tu sais, ce son du V12 ultra doux, ultra enveloppant, qui mixe qui est à la limite entre douceur et ça va exploser. C'est très complexe. C'est ultra complexe, mais c'est vraiment, et tu, entre 4 et 5000, tu restes le doigt de pied posé sur l'accélérateur et tu restes là. Et t'es juste la vitre baissée et d'un coup, tu mets pied-tôle. Ouais. Et là, ça explose. Genre, t'as le bruit d'admission qui remplit l'habitacle. T'as les LED sur le volant qui passent rouge, bleu, tu passes le rapport, paf, grande claque dans ta nuque. Ouah, ça repart. Et franchement, c'est incroyable. Excellent. C'est exceptionnel. Et ensuite, t'arrives, tu freines, et si tu rétrogrades et que t'es déjà à 4 ou 5 000 tours, t'as un bruit d'admission. C'est un claquement de fouet, le truc. Et en fait, et du coup, pour aller à la conclusion rapidement, c'est vraiment une Ferrari. Genre, t'as vraiment ce niveau d'émotion,
Et ils ont vraiment réussi à faire. Moi, j'étais je m'attendais vraiment à pas grand chose. Je me suis dit, ça va être moyen, ça va être machin. Il va y avoir des trucs à la Ferrari un peu. Tu vois, va y avoir une merde. Il va y avoir un truc qui fonctionne moyennement. Ouais. Et en fait, la voiture est, dans un contexte moderne, extrêmement réussie. Dans un contexte dynamique, quand tu prends le gabarit de la voiture, hallucinant. Émotionnellement, ça n'a rien à voir avec un Urus, rien à voir avec un Porsche Cayenne, rien à voir avec la compétition. Ils ont pris la bagnole, et d'ailleurs, moi je me foutais un peu, je rigolais un peu quand ils me disaient oui c'est pas un SUV, c'est un FUV. C'est ça. Ben sauf que c'est incroyablement vrai. Et du coup bref, tout cela juste pour dire que ils ont réussi à faire ça dans une caisse où tout le monde a gueulé. Sauf que là, même s'ils vont se concentrer, on l'a dit, sur l'expérience intérieure, la tactilité, ça se dit pas, mais vous comprenez, des boutons, de l'expérience sensorielle, etc. Kinesthésique, ouais. Kinesthésie. Mais, ben oui, ça va accélérer fort. Mais moi, dans le Puro, c'était pas d'accélérer fort qui m'intéressait, c'était d'entendre ce foutu moteur, tu vois. Ouais. Et bah là, il y aura pas. Bah ouais. Alors, est-ce qu'il y aura avec les fausses palettes? Est-ce qu'il y aura avec un son artificiellement fait? Ah putain. Mais déjà, rien que dire ça, sérieux, tu vois. Mais je crois que putain, oui. mais ça va être encore pire. Ah putain. En fait, le pire truc, moi, ce qui me fait peur, c'est que Ferrari, bon, ça reste Ferrari, ils savent faire des voitures, ils me l'ont encore prouvé ce week-end avec le Puro Sangue, où je me suis vraiment dit, ok, en vrai, une fois que t'enlèves le prix, c'est difficile d'enlever 1 demi-million d'euros, mais il y a vraiment un moment où j'ai eu un truc, j'étais dans la bagnole comme ça, je me suis dit, oui, franchement, j'aurai les moyens, je pense j'en aurai un. Oui. Vraiment. Ça commence à décoter, je crois, le Puro Sangue, non? Ah bah, ça vaut 500 000 euros neuf, à mon avis, dans 3-4 ans. Parce qu'initialement, ça avait, comme beaucoup de sorties de nouveaux modèles, ça valait très cher. Ça avait bien gardé sa valeur initialement. Là, ça commence à bien décoter. En fait, le truc, c'est que les carnets de commandes, Ferrari, ils ouvrent des carnets de commandes pour une durée. En fait, il y a en tout cas pour le Puro Sangue, il y a pas de nombre, il y a pas de modèle. C'est pas limité en modèle. En revanche, ils ouvrent l'usine pendant 3 ans pour faire 7 voitures. Et du coup, t'as un carnet de commandes qui se remplit sur X années. Et une fois qu'il est rempli, bah t'attends. Voilà, grosso modo. Et donc, il y avait mine de rien, ils en vendent. Ouais. Les gens en veulent. Ouais. Parce que c'est une super voiture et parce que t'as un côté statutaire, etc. Ouais. Donc, très bien. Accessoirement, on sait aussi que pour jouer le jeu Ferrari et avoir les très grosses voitures, typiquement le Puro Sangue, c'est un truc qu'il faut acheter. Ouais. Donc voilà, ça participe à une économie, c'est très bien, ça fait vivre la marque. Mais est-ce que ça c'est pareil? Est-ce qu'ils vont entre guillemets forcer les clients à acheter des Luce pour avoir les Ils auraient déclaré, j'ai lu que non, qu'il y aura pas de vente forcée. Reste à voir. Oui. J'ai déjà entendu ça. Je voulais rebondir, Erwan, sur ta description envoûtante et émotionnellement animée du Puro Sangue, parce que tu touches là à une notion que j'appelle la pardonnabilité. Parce que là, on va parler de décote. Il est évident que la Ferrari Luce, peut-être au-delà des premiers mois de sortie où il y aura peut-être du hype, je sais pas, à un moment, on voit pas comment la décote serait autrement que catastrophique quand on voit déjà ce qui se passe avec les Taycan. Je veux dire, c'est acquis. Ah bah oui. Et je me permets juste une aparté, quand tu vois la décote des SF90, aussi, des 296 GTB, et ça c'est que des hybrides. C'est que des hybrides. Ça décote parce que c'est hybride, parce qu'il y a des composants électriques dedans. Mais une SF90, faut pas oublier qu'à la base c'est une voiture qui fait 1000 chevaux, qui vaut 500 000 euros neuve. Elle commence, il y en a beaucoup qui sont dans les 300 000 euros et qui s'approchent des 200. Ouais. Donc, pour un truc de 1000 chevaux. Et qui était en quelle année neuve? 2020. Elle a 5 ans, 4 ans. Ouais, un truc comme ça. 2021, 2, 3 dans ces années-là. Ouais. Donc il y a des gars qui font des chèques de 500 000 et qui perdent 200 000, qui perdent 250 000 dessus. En 2-3 ans, ouais. C'est là où on arrive sur cette notion de pardonnabilité, parce que sûrement sur le Puro Sangue aussi, il y en a qui vont perdre 200 000 euros. Oui. Mais quand on a vécu ce que tu nous as décrit là, avec beaucoup d'émotion, parce que ce que tu nous as décrit là, c'est tout ce qui fait appel au mythe Ferrari, c'est tout ce qui fait que peut-être tu t'es senti un peu revivre l'enfant en toi, ou alors peut-être que tu as incarné dans ces moments-là l'adulte que l'enfant en toi rêvait d'être à l'époque.
il y a une sorte d'aspiration émotionnelle et de passion. Je veux dire, quand je parle de pardonnabilité, c'est un peu comme imaginer avoir une liaison avec une actrice porno. Bon. Et c'est reparti. Non, Erwan, c'est évident que liaison avec une actrice porno, il va y avoir des embrouilles, des scènes émotives à mort à gérer, et pendant un certain temps du moins, on pourra le lui pardonner. Par contre, imagine, tu rencontres une bibliothécaire qui pense de surcroît que le sexe c'est sale, et qui en plus par-dessus ça te fait des embrouilles et des scènes émotives. En fait, c'est au revoir. Ouais, c'est relou. C'est au revoir direct. Et c'est là où je veux en venir. Y a pas eu bonjour, mon analogie, c'est que la Luce, ce serait cette bibliothécaire qui pense que le sexe c'est sale. En fait, il y a pas le côté passion qui score 11 sur 10 pour rattraper la décote cataclysmique. Et donc, en effet, qui va y aller? Qui va signer le chèque? Ben surtout qu'il y a pas ce truc émotionnel, quoi. C'est ça. Et parce que il y a pas le côté actrice porno que tu nous as décrit avec la Puro Sangue. Tu vois? Et encore, franchement, le Puro Sangue, c'est tellement complet que ça serait plutôt la femme parfaite, en fait. Ouais. Et moi, vraiment... Sauf la décote cataclysmique. Alors, oui, mais bon, la femme Mon parfaite... analogie, elle est... La femme parfaite coûte cher. Ah, la mienne, ça va, hein. Ah, l'expérience, certainement. Non, mais tu vois, il y avait vraiment un truc où, au début, vraiment, je te jure, j'étais même pas emballé. Alors, faut mettre ça dans son contexte, mais j'étais pas spécialement emballé d'aller essayer cette voiture. Et en fait, ce qui a joué avec l'essai de cette bagnole, c'est que je l'ai essayé dans le Vercors, donc avec des routes qui tournaient de malade, et en fait, il faisait froid. Il pleuvait. Ah ouais. J'adore rouler sous la pluie. Ouais. J'adore ça. Parce que pour moi, ça montre vraiment les capacités d'une voiture. T'arrives beaucoup plus à la limite sur route, sans faire grand chose finalement. Et en fait, la voiture était tellement capable, tellement compétente et tellement cool à conduire, que je me suis dit, mais en fait, ils vendent ça comme la Ferrari pour aller au ski, mais moi, tous les jours, je vais au ski avec ça. Ah, je comprends. Et tu vois, le matin, quand tu débarques, c'est marrant parce que la voiture, en plus, elle a une forme un peu... Alors, c'était rigolo parce que je dormais dans un gîte, et les propriétaires avaient un Mazda CX-3, donc le petit SUV. Ça a exactement la même ligne. Ah oui, c'est drôle. Le capot avant, le Puro Sangue a vraiment la même forme qu'un capot de Mazda. Et je voyais les deux à côté, ça me faisait trop rire, parce que je me disais, c'est marrant, parce qu'il y en a un qui vaut 30 000, l'autre qui vaut 600. Et ça a la même gueule, si tu fais pas attention. Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais tu vois, un moment, truc bête, un moment, je sors du gîte, je démarre la voiture pour la faire chauffer rapidement, je remonte, et juste je passe derrière, t'entends le son du V12 à froid avec le cold start, et tu vois, c'est le matin, il est 8h, tu t'apprêtes à aller rouler, tu te dis, putain, ça va être une bonne journée, quand même. Ouais, j'avoue. Après, tu fais 100 bornes avec un plein, et tu déchantes, mais Tu sais que ça fait bien rigoler les Anglais, cette insistance qu'a fait Harry de ne pas appeler ça un SUV, mais un FUV, parce qu'en anglais, ça fait FUV, et donc ça fait... Fuck you véhicule. Oui, ça veut dire véhicule, allez vous faire foutre. Ce qui finalement est assez apte. Franchement, quand tu roules là-dedans, oui, c'est un peu ça, hein. Tu as le droit d'avoir un air un peu dominant et sûr de toi. Tu survoles le reste du trafic, comme si t'étais un engin d'une autre planète. Ben, il y avait vraiment ce sentiment-là. En fait, comme la voiture est quand même incroyablement dynamique, tu vois, t'es pas du tout dans le confort et la volupté d'une Bentley, t'es quand même dans une voiture qui est nerveuse, tu vois, dans le Ferrari. Alors, nerveuse dans son comportement, en restant confortable, mais c'est quand même une voiture qui est directe, tu vois, tu gardes une direction Ferrari qui est vraiment, ça fait tourner la voiture, quoi, tu vois, et les freins sont très agressifs, donc c'est quand même une Ferrari, mais tu vois, sur des petites routes, il pleuvait, tu vois, tu sais, des routes un peu sinueuses, pas avec des angles trop fermés, mais tu vois, tu sais, où tu peux garder du rythme. Putain, il pleuvait, il faisait 3 degrés. Putain, je roulais à 100, 110 là-dessus. Tu freines, t'emmènes la voiture sur les freins, ça pivote. Voilà, tu sais, t'es un ou deux rapports au-dessus aux palettes. Voilà, tu ressors, t'as du couple, puis t'arrives juste dans la zone où t'as le moteur. Tu freines un peu, boum, tu rentres avant. Voilà, ça explose. Voilà, tu rentres. Genre, un plaisir à rouler dans des conditions de merde incroyable. Top. Et du coup, j'ai même envie de poser un peu la question pour revenir sur ce truc de pardonnabilité. Vous, passionnés, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Est-ce que vous vous dites, bon, à un moment, il y a une économie,
Ferrari, ils doivent financer la Formule 1, ils doivent financer les supercars, ils doivent financer les trucs avec les moteurs Atmo qui nous font rêver, etc. Donc, ils nous font ça, bon, on ferme les yeux. Ou est-ce que Ferrari est un trop gros monument pour accepter ce changement et en fait, et on occulte cette réalité peut-être financière parce qu'on veut du V8 quoi et du V12. Eh ben, c'est là que j'aimerais poser la question, Ferrari a-t-il le choix? Et ben, et je me suis la demandé, question est là, finalement. J'ai pris quelques minutes et je me suis dit, mais, alors, j'ai rien d'un PDG d'entreprise multinationale et probablement pour de bonnes raisons. Donc, je vais exprimer là surtout mon incompétence. Mais je me suis demandé, si j'étais le PDG de Ferrari, en vrai, je ferais quoi ici? Et j'ai pensé, par analogie, les grands domaines viticoles. Par exemple, le domaine du grand vin, le Romanée Conti. Oui. Souvent, ces bouteilles sont vendues 30 000 €. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ferait le domaine Romanée Conti si l'alcool venait à être interdit? Parce que, ça pourrait être le cas. Je veux dire, après tout, c'est une drogue. Ça fait beaucoup de dommages. Est-ce que Romanée Conti se mettrait à commercialiser une bouteille de jus de raisin à 30 000 € en embauchant un cabinet extérieur pour dessiner la bouteille et l'étiquette? Fuck no. Oui, non. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est l'alcool. C'est non. Alors, un premier volet de ma réponse, c'est peut-être que je démissionnerai. Peut-être que je quitterai mon poste. Je donnerai ma dème. Après tout, c'est ce que Monsieur 911 a récemment fait. Frank Stéphane Walliser. Oui. Eh ben, à l'arrivée de l'étude de la prochaine 911 qui va être hybride, eh ben, il a dit non, je veux pas faire partie de ça. Au revoir les gars, je m'en vais. Et maintenant, je crois qu'il est chez Bentley, où ce genre de projet a pour lui beaucoup plus de sens. Oui. Donc il y a cette option d'arrêter, de s'en aller. Mais ça répond pas à la question. Ferrari a-t-il le choix? Parce que si moi PDG je démissionne, il y aura quelqu'un d'autre qui prend la place. Quelqu'un va prendre la suite et en fait toi t'es qu'un rouage dans la machine, mais la machine avance. Je crois que ce que je ferais, c'est un acte beaucoup plus fort. Plutôt que de démissionner, je reste et j'arrête tout. C'est-à-dire stop à la production de voitures neuves, stop au développement de nouveaux modèles et Erwan, je prends la décision de pivoter. Je pivote l'activité Ferrari pour me concentrer sur deux centres de profit. Le premier, ce serait du resto modding à la Singer, mais sur des bases Ferrari. Donc, c'est-à-dire, on prend des Ferrari existantes avec des numéros de châssis existants et on en élabore à la Singer pour 911 des nouveaux modèles. Alors, ça marcherait pas très bien en France parce qu'il y a des problèmes législatifs, mais dans beaucoup de marchés comme les USA, ça marcherait. Et mon deuxième centre de profit, Erwan, ce serait la restauration. C'est-à-dire, encore plus que maintenant, je me mets à restaurer tout le parc des milliers et milliers de Ferrari passés en produisant des nouvelles pièces. Imagine combien Ferrari pourrait vendre des nouvelles pièces des années 70, des années 60. Ils le font pas déjà, ça? Ils produisent pas de nouvelles pièces, je crois. Ah bon? Alors, je sais pas. C'est une. Je ne suis pas sûr. Parce que pour moi, je dis peut-être une bêtise. Peut-être que quelqu'un saura mieux que moi. Tu peux pas acheter une planche de bord neuve de Testarossa. Ils ont pas ça en stock. Mais je sais pas, par exemple, tu as des pare-brises, j'en sais rien moi. Tu peux restaurer des choses à l'unité en mode artisanal. Mais donc là aujourd'hui, si tu pètes une vitre de 512 TR, t'appelles Ferrari, ils ont pas de. Alors une vitre, je sais pas, peut-être que si. Pour certaines pièces, ils les refont artisanalement, mais ça c'est pas la même chose que de lancer des séries de production. Oui. Il pourrait complètement étendre cette activité-là. Et imagine la force du message, l'intégrité de la posture, c'est-à-dire non, ce nouveau mode, on n'en veut pas. On va faire ces autres activités-là en attendant que le monde puisse accepter des nouvelles Ferrari. Ouais, sauf que... Ça, c'est ce que je ferais. Alors oui, sauf que dans la réalité, malgré la noblesse du geste, le temps qu'il y ait cette transition, si tu veux, il y a des gens à payer. Il y a une écurie de F1 qui est déjà pas forte, qu'il faut faire tourner. Ouais, c'est un pivot vers des nouveaux centres de profit. Le resto modding, Ferrari n'en fait pas, par exemple. Le truc, c'est que
placement du branding de Ferrari depuis quelques années, c'est plus d'être une marque automobile, c'est d'être une marque de luxe. Et ça fait des années qu'ils le disent. En fait, Ferrari aujourd'hui est une marque à part entière, c'est pas seulement qu'une marque de voiture, ça représente tout, la F1, les goodies, les casquettes, les sacs Ferrari, la collection de vêtements Ferrari, que sais-je. Ouais. Et donc, en fait, finalement, dans le luxe, j'imagine qu'est comprise la technologie aussi. Et donc, est-ce que c'est une corde de plus à leur arc pour être une marque multifacette, hypothétiquement? Ouais. Peut-être. Est-ce qu'ils sont obligés pour dire bon, l'Europe, vous nous emmerdez quand même pas mal, on va le faire parce que vous avez demandé, mais parce que voilà. Et du coup, ils y vont à fond dedans parce qu'ils peuvent pas. Je suis persuadé que la marque va faire le maximum du maximum, tout ce qu'ils peuvent. Ah, je pense. Pour c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Le produit fini évoque Ferrari, se conduise comme une Ferrari. Alors, provoque les émotions mécaniques d'une Ferrari. Bon, on verra, je vois pas comment ils peuvent faire, mais bon, ça reste Ferrari, donc on imagine qu'ils y pensent. Parce que une voiture comme ça, ils sont pas en train d'essayer de la produire depuis un an. Hein. Ça fait, ça doit faire 6-7 ans qu'ils sont dessus. Hein. Ouais. Donc, tu vois, il y a aussi tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que je sais pas. Mais en fait, ça fait peur parce que qu'est-ce qui se passe si la voiture sort? Ferrari, forcément, mettra une hype marketing évidemment autour du truc. Et qu'est-ce qui se passe si les voitures sont essayées et que les gens disent il se passe quoi? Alors, est-ce que c'est ces gens-là qui... Si au-delà des premiers clients qui veulent montrer qu'ils ont le nouvel objet... Et il y en a. Il y en aura. Tu vois, mais même la SF90, elle se vendait bien, initialement. Oui. Ah oui. Et mais après, qu'est-ce qui se passe si, comme les commerciaux à qui tu as parlé, leur pire crainte se réalise et personne n'en veut? Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça c'est la question à laquelle j'ai pas la réponse. Ouais. Parce que quand tu regardes Rimac, ils en vendent pas une Nevera. Non. Et en même temps, ça me fait penser à un truc, Rimac, ils vendent pas de Nevera, donc c'est les hypercars qui font 2000 chevaux, là, qui accélèrent plus vite que n'importe quelle voiture, parce que 2000 chevaux électriques, tu te doutes bien que ça doit... En vrai, j'aimerais bien en faire l'expérience, quand même. Parce que ça doit te satelliser, je pense. Oui. Mais j'en ai discuté avec, je sais plus qui a été en passager dans une Nevera, il m'a dit vraiment, ça te coupe le souffle, quoi. Genre, t'es écrasé dans ton siège. T'imagines, déjà, je sais pas si s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait l'expérience d'une Tesla, les versions puissantes à 700, 800, 1000 chevaux, t'imagines le double. Ouais. Genre, ça doit être absolument terrifiant. Mais ils en vendent pas une. Et le truc, c'est que, en réalité... À quelques tech bros de la Silicon Valley, tout au plus, mais après... Peut-être, sauf qu'en réalité, c'est un faire-valoir. Enfin, on comprend vite qu'en fait, Rimac et la marque Rimac, c'est un faire-valoir pour vendre des batteries à tous les constructeurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie un peu, tu sais, cachée derrière en disant, écoutez, on a fait votre voiture électrique, on a fait du mieux qu'on pouvait. Par contre, derrière, on a aussi une autre idée, tu vois. Ils sont peut-être en train de faire une partie d'échecs à 4 dimensions, et mes commentaires de néophytes ignorent complètement la 4e dimension dans laquelle ils jouent. Je me dis souvent, quand même, que... Alors, par le passé, ça nous a été prouvé que ça pouvait être vrai, ça a aussi on a aussi vu que parfois c'était juste des idées de merde. Mais je me dis quand même que ça reste un constructeur, ça reste des centaines, voire des milliers de personnes qui bossent, qui analysent, qui pèsent tous les pour et les contre pour avoir une stratégie globale, parce qu'on parle, enfin tu vois, on parle de potentiellement de centaines, voire de milliards d'euros de développement. On parle, tu vois, on parle d'une machine, et quand je dis une machine, c'est genre la fourmilière qui est derrière, absolument colossale. Ouais. Et donc c'est impossible qu'ils fassent un truc. Enfin, moi, ça me paraît. Je mets toujours, tu vois, des guillemets en me disant, c'est pas possible qu'ils fassent ça en se disant, on va se planter complet. Sauf que par le passé, ça a existé, ça. Des échecs, il y en a eu. Regarde, Erwan, ce qui se passe chez Porsche. Ils ont mis plus d'1 milliard d'euros dans le développement de la future Cayman Boxster, qui devait être 100% électrique. 1 milliard? Ouais, plus. Ils l'ont dit. Ouais. Depuis,
rétropédalage complet. Ils ont dû réingénieriser la voiture pour accepter des moteurs thermiques alors que c'était pas prévu initialement. Je sais pas si t'imagines le bordel, parce que l'architecture n'a rien à voir. C'est quasiment comme de recommencer d'une feuille blanche. Oui. Et derrière, il y a... Donc, alors est-ce qu'ils sont... Moi, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, parce que... Alors j'ai rien d'un génie, par contre, sur ce point-là, mais depuis le début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent à développer une voiture de sport électrique? C'est antinomique. C'est pas possible. Je me demande sur quelle ligne de production ils font ces voitures. Ouais, je sais pas. Ça serait intéressant d'aller demander. Enfin, ou c'est sûrement écrit quelque part. Parce que l'hybridisation, c'est super clever. Oui, comme une Bugatti Tourbillon, ça permet de faire vivre un moteur thermique V16 dans les normes actuelles. Fantastique. Clever. Mais le tout électrique en sportive. Oui. Mais c'est juste pas possible. C'est une hérésie. Et pour avoir essayé des Ferrari hybrides, typiquement la 296 GTB, l'intégration de l'hybride est fantastique. Je te crois. Ça marche, mais comme jamais. Ah ouais. Mine de rien, il y a un côté drôle à sortir de chez toi avec ta Ferrari toute silencieuse. Ouais. Et vraiment, tu vois, je me suis baladé en ville en tout électrique, et surtout, c'est une électrique rechargeable, mais t'as vraiment une fonction où le moulin recharge complètement les batteries. Et typiquement, c'est pareil dans la McLaren Artura, qui est l'équivalent un peu moins puissant de chez McLaren, tu fais 200 bornes de route, tes 26 km d'autonomie sont entièrement revenus. Ouais. C'est clever. C'est génial. Bah ouais. C'est génial, et le soir, t'arrives chez toi, t'emmerdes personne. Bah ouais. T'es en ville, t'es tranquille, tu utilises pas ton essence. Super. Bah ouais. Et ça marche très bien. Et en plus, c'est utilisé dans un truc de performance où, c'est une catapulte, le bazar. Très bien, l'hybride. Et les voitures, en plus, ça, une 296 GTB, ça pèse 1,5 tonne. Donc, ça va. Donc, c'est totalement raisonnable. Totalement. Pour une voiture qui fait 830 chevaux, quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai que le virage est quand même violent, quoi. Donc ouais, j'ai très peur. Bah c'est vrai que en fait le truc c'est que l'expérience c'est comme l'histoire. Comprendre l'histoire, ça sert à pas refaire les conneries qui ont été faites précédemment. Oui. Enfin en tout cas essayer de les faire moins grosses. Là, en se basant sur ce qu'ont fait les autres, ça sent quand même pas bon. Bah tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 6-7 ans qu'ils planchent sur le projet. J'imagine, j'ai pas de chiffres. Ah mais non mais sans doute, c'est sans doute. C'est sûr. À l'époque, peut-être qu'il y avait davantage de raisons d'avoir un certain optimisme parce qu'on envisageait une acceptation du marché de l'électrique qui finalement ne s'est pas produite. Donc peut-être que c'est pas qu'ils sont cons, c'est que le marché n'a pas suivi là où on l'attendait. Est-ce qu'ils ont trop mis le pied dedans et qu'ils pouvaient pas faire machine arrière? T'imagines, je reviens sur la machine arrière de Porsche là. Parce que pour avoir déjà visité des usines de production automobile, les usines et les lignes de production sont faites, tout est pensé et millimétré pour construire étape par étape une voiture donnée. Ouais. Donc derrière, t'as des milliers et des milliers de process qui sont pensés d'abord et ensuite mis en application pour que le robot fasse tel ou tel mouvement pour mettre telle pièce, que le mécanicien ait tel ou tel truc à mettre, etc. Donc t'imagines si, je pense au Porsche Cayman par exemple, c'est une hypothèse que je fais, imagine, pendant qu'ils développent la voiture, t'as aussi tous les mecs qui développent la ligne de production, qui vont adapter la construction de cette voiture à la ligne de production, peut-être qu'ils ont déjà commencé, et d'un coup on te dit, les gars en fait on change tout. T'imagines un peu le bordel. Bah, c'est un truc de fou. Bah, c'est des centaines de millions et ça peut chiffrer 1 milliard. Et c'est d'ailleurs, aparté, moi j'adore visiter les usines parce que en fait tu te rends compte de tout ce qui est fait. Et moi ce qui me fascine encore plus, je me souviens la dernière en date que j'ai visitée, c'était l'usine Lamborghini. Bah, tu vois, t'as la carcasse de la voiture qui est déplacée grâce à des robots qui roulent tout seuls et qui passent de ligne de production en ligne de production selon les étapes, etc. Et moi je me dis, mais il y a des mecs qui ont pensé à tout ça avant, qui se sont dit, ok, on va faire comme ça, ensuite on va coder pour que tout se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un boulon qui saute à un endroit? Est-ce que le chariot il continue à avancer en n'étant pas au courant, du coup il rentre, tu vois, genre tous ces trucs-là, toute cette fourmilière et tous ces milliers d'engrenages qui font comme ça pour que ça fonctionne, je trouve ça, je trouve ça, moi, ça m'émerveille, genre vraiment.
Et du coup, bah, quand tu mets tout ça en relation en te disant, bah, imagine, ils ont prévu un truc et en fait, non. Bah, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Oui. Alors, on avait prévu initialement d'élargir le débat vers les SUV qui élargissent le marché cible, le downsizing qui permet de répondre aux exigences réglementaires. Je sais pas si on a le temps. Ça fait combien de temps? Alors, je lance jamais le chrono. À chaque fois, on sait jamais. Mais je pense qu'on s'approche déjà d'1 heure, non? Ah oui, je pense, oui, bien. Donc, je crois qu'il faut qu'on passe à quelques news en fait, questions. ce qu'on voulait dire pour y passer rapidement, c'est que là, l'exemple Ferrari, finalement, c'est un exemple qui existe déjà depuis des dizaines de marques. Typiquement, genre Porsche. Ouais. On sait que ils ont été entre guillemets obligés de faire des Taycan déjà pour répondre à un marché. Et avant ça, le Cayenne. Oui, mais c'est vrai. Et avant ça, le Boxster. Ouais. Si on continue, c'est-à-dire que oui. plus une marque se développe, plus elle doit répondre à une réalité économique. Et donc, d'abord, ça commence par proposer des nouvelles offres pour répondre à une nouvelle demande, comme ils ont fait le Cayenne, qui sont des modèles de grande production pour produire la 911, de la même manière que Toyota fait des Prius pour qu'on ait des Yaris OJ Edition et des bêtises comme ça. Mais la question, c'est toujours jusqu'où on l'accepte. Ben oui, je me suis bien planté à l'époque sur le Cayenne parce que je faisais partie des espèces de rétrogrades j'étais dans une colère noire, Erwan, quand le Cayenne est sorti. Mais je me disais, ils sont en train de bafouer leur héritage, de diluer leur marque. Ça ne sera plus jamais pareil. Je disais tout ça. Je me suis bien planté. Oui. Le Cayenne, j'aime. En fait, c'est une ligne à part entière. Ils font un SUV qui est vraiment une Porsche avant d'être un SUV. Ça ne dilue rien du tout des autres lignes. Moi, j'ai plus aucun problème avec le Cayenne. Est-ce qu'un jour, j'aurais plus aucun problème avec une Ferrari électrique? Ce podcast risque de mal vieillir pour ceux qui le regardent en 2028. Mais oui, mais en même temps, si on réagissait pas à des trucs, on dirait rien. En fait, si à chaque fois qu'il y avait une actualité, on se dirait oui, autant rien dire maintenant parce que peut-être que dans 10 ans on se plantera. Oui. Les chaînes d'infos n'existeraient pas, si tu veux. Donc oui, c'est clair. Donc voilà, et puis on aurait rien à dire. Mais c'est vrai que c'est quand même des questions intéressantes et surtout que là c'est de la même manière que ça, moi je l'ai pas vécu parce que le Cayenne c'est arrivé en quoi, 96, un truc comme ça, genre fin des années 90. Toute fin, ouais. Ouais, voilà, moi je suis né en 96, donc j'ai pas connu cette transition. Ah bah oui, c'est encore notre différence d'âge. Bah oui, ni l'arrivée du Boxster. Ouais. Mais moi du coup je vis la transition déjà la transition de l'hybride, elle a été plutôt douce, en tout cas dans les voitures de sport, et c'est pas un truc déconnant. Par contre la transition de marques ultra premium qui font de l'électrique, et pourtant tu vois un Taycan. Et c'est ça aussi qui est surprenant, c'est que moi, j'ai fait pas mal de kilomètres en Taycan, et c'est fondamentalement une super bagnole. T'as un vrai feeling Porsche, on a déjà parlé, t'as une finition Porsche, tu es dans une Porsche. Donc, j'ai pas de doute que quand tu seras dans une Ferrari, tu seras dans une Ferrari. J'ai pas de doute là-dessus. Mais comment est-ce qu'ils vont le faire ? C'est pas tout à fait le même héritage. Mais en fait, c'est ça le truc. truc. On en a parlé tout à l'heure. C'est que c'est pas le même héritage. C'est-à-dire qu'une Porsche... Ça m'a pas choqué tant que ça, le Taycan. Moi non plus, parce qu'en fait, on avait le reste. C'est une ligne complémentaire, additionnelle. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on voit... Et pourtant, on n'arrive pas à voir Ferrari comme ça. Bah non, je peux pas. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rôle du moteur, sa position historique, Mais peut-être que je suis juste un vieux con, hein. J'ai 52 ans, qu'est-ce que j'en sais, moi? Ouais, après... L'avenir nous le dira. Mais on se fait quelques news, Erwan, ou un dernier truc quand même. Si il nous est prouvé que Ferrari doit faire ça pour faire perdurer la marque, en fait, on l'accepte. Tu présupposes que les gens l'achètent en disant ça. Oui, c'est vrai. Et c'est là toute la question. Oui, c'est vrai. Si les gens l'achètent, j'ai plus de problème en fait. En vrai. Il y a forcément des gens qui vont l'acheter. Ouais, au début évidemment, c'est fashion, c'est nouveau. Oui, c'est bon, ça se tient. Au-delà de la nouveauté, I don't know. That's right. L'autre fois, tu m'as ramené à la gare avec... Oui. Tu t'es amené à la gare avec mon passager dans ma Panda 100 HP. Alors, c'était un... J'ai testé la Panda 100 HP. Mais seulement pendant 10 minutes. Ouais, mais ça m'a quand même... avec la direction qui tire à droite en ce moment. Alors, parce que... t'as l'explication du coup Non. Ça doit être un nid de poule que ma femme a dû prendre parce que ça faisait pas ça la veille.
parce que du coup, Ouais, effectivement, raconte. Alex, on enregistre le podcast. Alex m'emmenait ensuite à la gare parce que Ouais. je devais prendre un train. Et il y avait la Panda 100 HP. Du coup, Alex me propose de prendre le volant de la Panda 100 HP. Moi, très content, prends le volant de la Panda 100 HP. Je fais pas 5 mètres. Ouais. Et je me dis, je te l'ai dit un peu, je te l'ai dit Ouais. 100 mètres Ouais, tu après, m'as dit, même mais pas. j'ai fait 5 mètres et je me Ouais, suis ouais. dit, putain, mais il y a une résistance dans le volant, elle tire à droite de malade la voiture. Ouais. Et je me dis, Et bon, moi, j'étais là à te dire, non, mais ça doit être la route. ouais. Et là, d'un coup, on arrive sur la 4 voies, Ouais. et je te dis, non, mais si, je lâche le volant, la voiture fait un virage à 90 degrés, en disant, bah si, regarde, et là, tu me regardes T'as un failles peu. te retrouver dans la bande d'arrêt d'urgence, Ah, mais tellement vraiment, elle vire à droite. j'étais sur la voie de gauche, je lâche le volant, Ouais, et la ouais. voiture, elle change de voie tout de suite. Et je dis, bah si, quand même, là. Et quand je l'ai ramené de t'avoir déposé, bah T'as oui, senti. j'ai tout de suite constaté. Ah oui, et bah, en effet, dans les 5 premiers mètres, elle tirait à droite. Ah oui, tout de suite, j'étais obligé de contrebalancer. Il y a un grain. Ça, mis à part, j'ai testé la Panda 100 HP, et j'ai trouvé ça très rigolo. Alors, en fait, j'ai trouvé ça rigolo pour plus... Pas tant que ça. Non, ça m'a pas ému. Ça t'a pas fait le même effet que moi quand je me souviens l'avoir conduite la première fois. Non. Alors si, il y a un truc. Je me souviens, ta première remarque, alors au-delà du tirage à droite, Oui. la deuxième chose que tu m'as dit, c'est, oh, les rapports sont courts. Oui. Tu te souviens? Hyper court. Ouais. Et on s'en aperçoit juste quand on passe de la première à la seconde. Tout de suite, Ah, on bah, s'en aperçoit. Tu pars, t'as à peine accéléré que t'es déjà à 3000 tours, Ouais, c'est ça. et tu changes. Et du coup, Ouais. ce qui amène au levier de vitesse, en fait, c'est un levier de vitesse façon camionnette, donc il est placé très haut. Mais moi, ce que j'aime bien, et mine de rien, dans une camionnette ou dans un Scénic, par exemple, c'est comme ça, Mhm. c'est une ergonomie agréable parce que t'as, allez quoi, 15 centimètres entre la jante du volant et le levier de vitesse. Du coup, le mouvement de la main est très très court. Comme les Alpha des années 60, Oui. 70. Exactement. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très agréable tout de suite parce que t'as une position un peu camion, t'es assis haut, t'es assis droit, mais c'est confortable, tu te baisses pas pour, enfin, tu vois. En fait, je me suis tout de suite dit, dans une utilisation ville, c'est effectivement très agréable. Oui, rappelle au spectateur, tu mesures combien? 1,91. Et t'avais aucun problème de garde au toit? Super confortable. Ni les jambes, alors que la voiture, c'est quasiment une Kei-Car japonaise, tellement Oui. c'est petit. Ah bah, et puis elle est très haute, c'est rigolo. Ouais. Elle est très courte et très haute. C'est ça. Et t'as les roues qui sont vraiment, ouais, à chaque extrémité quatre de la coins, bagnole. ouais. Il y a zéro porte-à-faux. Ouais. Ni avant ni arrière. Et mais du coup tout de suite la voiture est très facile à prendre en main. Il y a un autobloc sur la voiture. Mais J'ai pas réussi à savoir. Eh ben, je sais pas. Si quelqu'un a la réponse. À mon avis, oui. Parce moi. que sinon, ça patinerait plus. Je pense que oui. Parce Ouais. qu'à un moment j'ai foutu mais en fait ce qui est drôle, c'est l'absence d'inertie de la voiture. Ouais. Et en fait t'es toujours en train de te balader, tu freines jamais. T'envoies la caisse dans le virage, ça tourne. Ouais. Et ça, je trouve ça drôle. Et il y a un peu un côté, ça ajoute un peu un côté ultra facile d'utilisation, Ouais. notamment en ville ou sur petite route, où en fait, tu te poses pas la question de est-ce que je freine, est-ce que je freine pas, est-ce que je passe le dos un peu moins fort. Tu traverses tout droit sans trop y penser, de manière très confortable. Dans une voiture haute, t'as une super visibilité. Ouais. Le moteur est pas hyper expressif, parce que je trouve que autant les rapports sont courts pour aller jusqu'à 3500 tours minute, Mhm. mais quand tu vas chercher plus loin, Mhm. ça prend du temps pour pas gagner beaucoup de vitesse. Quoi. Oui, c'est là où on sent qu'il y a pas tant de chevaux que ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, l'absence de chevaux est Ouais. compensée jusqu'à la moitié des tours minutes par les rapports extrêmement courts, et ensuite tu tires dedans pour accélérer plus, mais en fait, et ça rame un peu, quoi. Mais cela dit, on arrive très rapidement à 130. Oui. Franchement, je me suis pas dit, ouais, ça avance pas. Ouais. Mais non, j'ai trouvé ça très rigolo. L'intérieur est quand même vraiment immonde, faut le dire. Ah, c'est affreux. C'est vraiment Ah non, mais- dégueulasse, quoi. C'est Plastoc à mort. ah ouais, puis c'est vraiment Et- plastoc. Et le dessin de l'intérieur aussi. Mais Faut dire que tu la cravaches moins que moi. Et je pense que une Panda 100 HP, faut que l'acheter si on aime bien vraiment y aller. ouais, après le truc c'est que moi j'y vais pas sur le moteur, mais j'y vais sur le châssis. Ouais. C'est-à-dire que, à mon avis, à rythme équivalent, d'ailleurs ça pourrait être drôle. Je pense que sur une petite route, à mon avis, on va à la même vitesse, mais toi t'accélères plus fort et tu freines plus fort. Alors que il y a moyen que, parce que moi je passe fort dans les virages. Peut-être. Je sais pas à quel point toi tu passes fort dans les virages parce que j'ai jamais conduit à côté de toi. Enfin jamais été à côté de toi en voiture. Ça dépend des humeurs, mais non, effectivement. Mais moi je garde beaucoup de rythme. Mhm. Mais j'accélère pas beaucoup. Ou alors Ouais. j'accélère en anticipant déjà le virage, c'est-à-dire que je vais pas trop accélérer parce que j'ai pas trop envie de freiner. Ouais. Ou si je vais freiner, c'est juste en léchant les freins pour planter un peu l'avant et y aller. Mais même dans une conduite normale. Et donc à mon avis on va à la même vitesse mais de manière différente. C'est possible. Et pour ça, mine de rien, la 100 HP, vu que ça pèse 1 tonne
et que tu peux l'envoyer dans tous les sens. Nettement moins. 875. Ouais. Ouais. Bah, une tonne avec nous deux dedans. Oui. Et ben, tu vois, sur les 2 ronds-points que j'ai pris, effectivement, je me suis rendu compte que tu pouvais en mettre, quoi. Donc j'ai trouvé ça drôle. Voilà. Donc peut-être qu'il faudra que je l'essaie un peu plus longtemps. Peut-être faire un essai. Et que tu lui en mettes plus dans la gueule. Oui. Parce que le moteur, autant il n'a aucun charisme mécanique jusqu'à à peu près 4500, autant de 4500 à 6005, tout d'un coup, il ressemble plus à un type R Honda. C'est vrai que ça se réveille, puis il y a un bruit d'admission. Ouais. Mais ouais, non, c'était rigolo. Mais je pense qu'il faut que je laisse un peu plus longtemps. Je pense qu'il faut vivre un peu avec. C'est pour se balader en ville, et puis d'un coup tu te dis vas-y, je vais me prendre une petite route, et tu vas rouler un peu plus. J'ai une dernière news à partager. Ouais. J'ai dit la dernière fois que j'ai passé quelques jours en famille en Guadeloupe, et j'ai loué une Citroën C3. Et ça en a rajouté à ce débat du daily. Parce que je continue, Erwan, à ne pas te comprendre. Parce que voilà, la C3, quand je l'ai utilisée, déjà le désagrément commence en ouvrant et en fermant la portière. Il y avait une impression de toc. Ensuite, ça continue quand je touche le volant et le levier de vitesse. Alors tu vas me dire, la Panda 100 HP, c'est pareil, sauf que j'ai commandé un volant et un levier. C'est du plastoc sous la main, donc c'est désagréable. Ensuite, dès les premiers mètres, on sent que la pédale de frein est complètement surassistée. Oui. C'est hyper désagréable, tu peux rien doser. La direction, pour donner une sorte d'illusion d'agilité, elle est complètement surassistée aussi. Pour les aides à la conduite qui se réactivent à chaque démarrage, n'en parlons pas. Oui, ça... l'écran tactile qui fait que, on en a parlé dans cet épisode, qui fait que si je veux moduler la vitesse de l'aération d'habitacle, je dois d'abord appuyer sur un premier bouton en visant juste pour aller dans le menu ajustement du climat. Après, je dois viser juste en détournant mon regard de la route pour appuyer sur plus pour que la ventilation monte un peu. Et quand on démarre la voiture, on peut même pas le faire tout de suite parce que faut attendre le boot du système. Ça me rend ouf. Ma mère a une C3 et je sais à quel point c'est de la merde. C'est terrible. Et ensuite, le moteur, Erwan, c'est une des premières fois où je me suis demandé si c'était un essence ou un diesel. Parce que je me disais, alors c'était clairement un 3 cylindres parce qu'il y avait ces sonorités un peu, c'est que des 3 cylindres, un peu off-beat qui me fait penser à l'Audi Quattro des années 80. Irrégulière, je veux dire, en bon français. Mais le moteur, non, mais naze. C'est-à-dire, ça pouvait soit être un diesel assez bien raffiné, ou alors c'était un essence particulièrement rugueux. J'étais pas sûr. J'ai voulu regarder la zone rouge, mais le moteur, tellement il s'essouffle à 5005 que... Est-ce que c'est un essence? Est-ce que c'est un diesel? Il avait rien dans le sac. J'en ai conclu que, puisqu'il a vraiment rien dans le sac à bas régime, c'est pas un turbo diesel, donc ça devait être juste un essence complètement incompétent. Et donc, là où je veux en venir, Erwan, c'est... Je comprends ce que tu défends souvent, c'est-à-dire le contraste total entre notre voiture passion et notre daily, mais mon propos, c'est pourquoi se pourrir la vie avec une telle chiotte, alors qu'on peut avoir un contraste total entre un daily qui apporte une certaine saveur, par exemple, ta BM 540, ça c'est un bon daily. Oui, quand elle roule. Oui, ça c'est un autre sujet. Et versus une voiture de sport qui serait ta deuxième voiture. Oui. Mais voilà, ça en a rajouté une couche à ma mécompréhension de ton aspiration d'avoir un jour une Clio diesel en daily. Non mais je ne pige pas. Quoi. Alors il faut mettre de la nuance. L'aspiration de la Clio diesel, c'était vraiment parce que je voulais un truc pas cher du tout. Mais oui, mais il y a des trucs fun et agréables pour pas cher. Bon, pour 3000 balles. Une Panda 100 HP, ça démarre à 3000. Oui. Une Panda 100 HP. Bon, je veux pas refaire l'épisode sur les daily. Non, c'est sûr. Mais après, enfin, quoi qu'il en soit, même si j'ai longtemps déblatéré sur le truc le moins cher possible, et le plus fiable possible aussi, c'est fiable une Panda 100 HP. Espérons-le. Voilà. Déjà, tu vois, ça c'est une. Je sais pas. Oui. Alors qu'une Clio 1.5 diesel, même si je suis bien d'accord que ça n'a rien d'excitant. Elle a déjà grillé une bobine d'allumage depuis que je l'ai. Bon. Ouais, mais si vraiment elle a 200 000 bornes, bon. Oui.
Mais quoi qu'il en soit, même si on a eu ce débat, mais si j'imagine un daily pour moi, déjà je veux une BMW parce que l'ergonomie me plaît, et ensuite oui le moteur sera peut-être pas un moteur excitant. En revanche, je prendrai du plaisir, il y aura du plaisir dans une ligne, un dynamisme de conduite et une ergonomie, un fonctionnement, etc. qui me plairont. Donc j'ai pas envie de rouler en C3, tu vois. Si je dois le faire, tu me rassures. Ma mère a une C3, donc je l'ai prise plein de fois sa voiture. Ouais. Bon, quand ça m'emmène de A à B, ça m'emmène de A à B. Ça s'appelle un déplaçoir. Oui, de toute façon, c'est un déplaçoir. On dit merci parce qu'on prend pas le bus. Voilà. Ah oui, c'est grosso modo c'est ça. Après, ouais, voilà. Répondons à des questions. Ouais, question. Tu veux démarrer ou j'y vais? Vas-y. Donc moi je récupère. Eh ben, il y a mon meilleur ami Bran qui m'a envoyé par WhatsApp une question pour le podcast. Il me dit, Alex, tu n'aimes pas les 4 roues motrices parce que la puissance dans le train avant parasite la direction. Oui. Mais pourtant, t'aimes bien plein de traction, non? Alors, c'est quoi exactement le paradoxe qu'on a là, Erwan? Je dirais que ça dépend notamment du niveau de prix de l'attente qu'on a vis-à-vis de la voiture. Parce que une Panda 100 HP que j'ai payé 4 600 €, ça me dérange pas, si tu veux, d'avoir une direction qui est parasitée par quelques effets de couple. Ça me ferait bien des ennuis si ça arrivait dans une voiture à 30 000. Oui, certes. Donc déjà, il y a ça. Une voiture à 30 000, je veux une direction pure. Ben après, t'achètes une Ford Focus RS, des remontées de couple, tu vas en sentir. Parce que la force du moteur qui remonte dans la direction, mais moi je trouve ça rigolo. Peut-être que c'est le fun qui dérive de l'incompétence d'une voiture. Mon Abarth, je trouvais ça rigolo aussi. Après, j'ai trouvé ça rigolo à un moment. Après, ça me saoule les remontées de couple. L'incompétence au début, ouais, ça va. Ouais, moi ça me fait marrer quand même. Enfin, je pense au Ford Focus RS MK1 et MK2. Quand t'es ou même tu vois, dans une Civic Type R par exemple. Ou une Integra, quand t'es dans un virage et que tu mets tôle et que tu sens l'autobloquant mécanique qui vient de sortir du virage et que tu tiens ton volant fort parce que sinon la voiture elle part dans tous les sens, moi je trouve ça rigolo quand même. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Le truc c'est que c'est pas la même chose parce que le feeling du 4 roues motrices, il y a un feeling de flottement, alors que dans une traction t'as pas un feeling de flottement. En fait si je devais le matérialiser, c'est comme si dans une voiture 4 roues motrices, c'est comme si t'avais l'impression, en tout cas dans celles qui me viennent en tête, que la voiture avait d'abord été pensée pour être une propulsion, et qu'ensuite ils avaient rajouté des cardans à l'avant. C'est un peu le cas, hein, souvent. Bah ouais, mais du coup je suis en train de réfléchir en me disant est-ce qu'il y a des voitures qui étaient d'abord des tractions et qui sont... Ah, d'abord des tractions et ensuite des 4 roues motrices? Je sais pas. Tout à l'heure sur la route j'ai vu y a pas une Rover qui était comme ça? À un moment, ils ont mis un gros moteur dedans, genre un V8 Ford, une Rover des années 2000. Mais je sais pas, mais tu vois... Les spectateurs nous diront dans les commentaires. Et elle est passée en 4 roues motrices. Je sais plus. La Peugeot, les Peugeot et les Citroën de base, c'est des tractions. Oui. Et ensuite, t'as les 4 roues motrices. Tout à l'heure, je suivais sur la route un DS7 là, les SUV. Et t'avais marqué, il avait un petit badge à l'arrière avec marqué 4x4. Donc c'est les versions hybrides 360 chevaux. Voilà. Un DS7 normal, c'est une traction. Bien sûr. Pareil, une Peugeot 508, la berline. Quand tu prends la PSE, la Peugeot Sport Engineered, là, qui a le même moulin qui fait 360 chevaux hybride, là, 4 cylindres, à la base c'est une traction, puis il y a un système 4 roues motrices. Donc ce que je dis est pas vrai, mais dans l'idée ça me fait ça. Après bon, tu vois, il y a des voitures sur lesquelles tu le sens moins, hein, je sais pas, mais c'est différent. Puis ça dépend vachement des voitures aussi. Je sais que le feeling du X-Drive sur une BM m'emmerde. Par contre, dans d'autres voitures, est-ce que ça m'embête autant? Je sais pas. Dans une Audi, tu le sens beaucoup moins. Ouais, je crois que tu mets le doigt sur un truc, c'est que je suis surtout dérangé par les 4 roues motrices à cause de cette impression un peu pataude, plus que les tractions avant. Ouais. Ouais, et encore, tu vois, même ça, il y a de la nuance, typiquement. Les copains avec qui j'étais là ce week-end, il avait une M4 compétition X-Drive. Bon... Si tu veux, l'impression de flottement, elle est pas trop là, quoi. Ouais. Le truc, c'est une machine de guerre. Ouais, bon, ça dépend. Donc ça dépend. T'as une question? Ouais, moi j'ai une question de Philippe Charby, 6955, qui dit question, salut Erwan et Alex, j'aime toujours vos contenus, merci. Et il a dit, quel artisanat pourrait vous parler autant que l'automobile? Ouais, je m'en souviens de celle-là. Par exemple, il cite plusieurs exemples, notamment par exemple,
menuiserie d'art pour les matériaux qui ont une odeur ou un toucher. Voilà, s'il doit y avoir un truc qui excite, qu'est-ce que ce serait? T'as une réponse ou... En grand kinesthésique, est-ce qu'il n'y a pas un truc au niveau du toucher? Non, ça s'exprime beaucoup à travers la voiture. Je veux dire, les fringues, je mets pas de thunes dedans. Le mobilier d'intérieur non plus. En fait, si t'as relevé la réponse, la question, c'est que t'as une réponse, non? Ou tu espérais que j'allais en avoir une? Non, mais tu vois, il dit par exemple les instruments de musique pour les vibrations, le chant d'un objet. Je m'appelle Wagner, donc je devrais, mais 0. Désolé. Ouais, l'horlogerie à la limite. Le truc, c'est que. Ouais, 0 pointé l'horlogerie chez moi. Ben, même moi, je me considère pas du tout enfin, je suis pas passionné d'horlogerie. Je suis un amateur d'horlogerie, c'est-à-dire que je m'y intéresse, mais je suis pas du tout un connaisseur comme je le suis pour l'automobile. Et le truc quand même, c'est que la voiture, c'est quand même un objet qui a un nombre de fonctions qui est hallucinant. Alors que un instrument de musique, par exemple, même si un musicien va pouvoir faire chanter cet instrument de 1000 manières différentes, à la fin, ça sert qu'à un truc. C'est un peu monocanal. Bah oui. Sensoriellement. Oui, c'est ça. Et donc, il y a pas longtemps, j'ai été voir un concert, il y avait un violon, il y avait 3 violons en l'occurrence. C'est fascinant de voir le violoniste en fonction de l'axe qui met sur son merde, j'ai oublié le nom. C'est pas un chevalet? Si. Mais pourquoi j'ai ça en non, tête? Attends. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas un chevalet. Bon, les incultes. Mais non, putain, mais en plus, c'est pas un archet? Un archet, c'est ça. Archet, merci. En fonction de l'angle qu'il met sur son archet, en fonction de la pression qu'il met sur les cordes, de la pression qu'il met sur l'archet. Toutes les sonorités qui peuvent sortir. En plus, j'étais assez proche de lui, donc je le voyais vraiment bien travailler son instrument. C'était fascinant. Maintenant, le truc, c'est que voir l'artiste en train de faire son truc, que ce soit de la menuiserie, de la maroquinerie, de la ferronnerie, que sais-je, ça me fascine. Mais à la fin, ça reste un peu un objet inanimé, d'une certaine manière. Alors que dans la voiture, t'as plein de trucs mis ensemble. Et finalement, c'est cette complexité qui fait la voiture. Et ce qu'on aime ou pas d'une voiture. Alors, un artiste pourra te dire que telle guitare transmet beaucoup plus d'émotions qu'une autre guitare. Certainement. Est-ce que ça me touche autant? J'en suis pas persuadé. Je suis dans ton camp, sur ce coup-là. En revanche, j'apprécie énormément voir le mec faire. Typiquement, je sais pas, tu vas visiter une usine, enfin pas une usine, mais un atelier de verre soufflé, tu vois, par exemple. C'est fascinant de voir les mecs faire. C'est la fascination de voir un expert à l'œuvre. Oui, c'est ça. Quel que soit son domaine. Oui, ça me fascine de voir je sais pas moi, un forgeron ou quelqu'un qui travaille le fer ou un truc comme ça faire son truc et partir d'un objet, enfin je sais pas, d'une brique ou d'un bout de métal pour t'en faire un couteau magnifique ou un truc comme ça. Ça, je trouve ça incroyable. Je trouve et ça me fascine. L'objet final en lui-même peut plus ou moins me toucher. Mais c'est pas la même chose que... Après, tu vois, j'apprécie quand même... Je sais pas, par exemple, je pense à un truc... Je sais pas pourquoi je pense à une épée. Bon, on peut voir, si on s'y intéresse pas, une épée comme un grand machin qui sert à trancher des trucs. Mais l'utilisation des matériaux, la manière dont le fer est tapé, refroidi, la rigidité et en même temps la souplesse, l'équilibre de l'épée... font que tu vas avoir une bonne épée ou une mauvaise épée. Et quand tu peux comparer les deux en direct, tu vas te rendre compte que, je sais pas, il y a une épée qui est beaucoup plus facile à manier ou qui va servir une fonction qui a été pensée pour ça, et que le mec ensuite m'explique, me dit ok, donc pour qu'elle soit plus comme ça, j'ai fait plutôt comme ça, j'ai utilisé ces matériaux, etc. Ça me fascine. C'est être éduqué à la profondeur d'un sujet donné. Voilà, ça m'intéresse énormément. De la même manière que c'est ce que j'aime transmettre quand je fais une vidéo d'une voiture. J'aime bien transmettre la profondeur du sujet que je suis en train de traiter. Oui. Toi en plus, particulièrement de manière très technique. Alors que moi, ça sera, en tout cas sur l'automobile, ça sera peut-être un peu moins technique, enfin moins mécanique en tout cas. Toi, c'est beaucoup dans la finesse des impressions. Ouais.
c'est sur en fait, c'est la philosophie de l'ensemble et la philosophie initiale, et ensuite comment cette philosophie est passée de manière technique. Après, de savoir que, typiquement, tu vois, je sais pas, mais des micro-détails par rapport au moteur, à la taille des chambres de combustion, ou je sais pas quoi. En fait, déjà, j'y connais rien. En fait, déjà, je pense à s'entendre dans cette phrase. Et ça me touche moins. Ouais. Bon. Bah, il y a 10 000 façons d'être passionné de voiture. Oui, c'est ça. Donc la question est intéressante, mais je crois pas avoir un truc qui me fait vibrer autant que l'automobile. Ouais, idem. Par contre, ouais, Eh ben, merci aux intégristes qui sont encore là à nous écouter après tout ce temps. Et abonnez-vous, parce que ça nous aide à retenir nos partenaires. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.